Bonjour à toutes et à tous. Petit disclaimer, quand nous avons enregistré cette interview, nous étions, et nous sommes toujours d'ailleurs en pleine chaleur, en dôme de chaleur, et donc par un moment, le micro de Benoît Forger va un peu crachouiller. Donc voilà, ça arrivera de temps en temps, on faisait des pauses exprès pour laisser refroidir le matériel. Voilà, désolé, on n'a pas pu tout refaire, ni faire en sorte. J'ai essayé de passer du temps à nettoyer comme j'ai pu. Voilà, je pense que le fond, le propos qui est tenu est suffisamment intéressant et passionnant pour pour passer outre les moments dans la vidéo où il y aura des crachouilles. Donc voilà, par moment, pendant 3 minutes, 1 minute, des fois 5 minutes, ça crachouille et puis après ça revient à la normale, etc. Encore désolé, puis bonne interview. Benoît Forger, bonjour. Bonjour Jérémy. Pour la deuxième fois, puisqu'on a eu un faux départ. Attends, on a peut-être un troisième, qui sait? Euh, donc, comme je disais précédemment, pour ceux qui n'ont jamais entendu ce moment-là, je crois que c'est la première fois en 7 8 ans que je t'ai en interview. Et Ouais, donc, c'est avec ouais. grand plaisir parce que, en fait, tu as un long parcours avant même d'arriver à tes postes que tu occupes aujourd'hui, parce que je crois que tu as fait des chroniques dans Plateau, si je dis pas de bêtises. Tu as Ah travaillé oui, comme chef de projet chez Libellude. Euh, tout à fait. Tu as même éteint des incendies, très certainement. Et alors, pas moi directement, mais Parce que je crois que tu as été pompier dans une vie antérieure. Et puis, ouais, j'ai travaillé dans un centre d'incendie et de secours, celui de la Vienne, en pendant 11 ans. 2013, tu fondes Purple Brain Création, Exactement. Ouais. éditeur de jeux avec très connu à l'époque pour une ligne éditoriale très affirmée. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé à ça? Est-ce que c'est une envie très forte ou juste tu as trouvé qu'il manquait quelque chose dans le monde du jeu à ce moment-là? Bon, je pense que ça vient surtout d'une envie. Je n'avais pas la prétention d'analyser le marché, peut-être comme je le fais maintenant. Non, en fait, Purple Brain, c'est né du fait... j'avais bossé 1 an comme chef de projet chez Libellude, et d'avant. Pour des raisons personnelles, j'ai déménagé dans la région bordelaise, sachant que l'Idélude est à Poitiers, et le télétravail, c'était pas trop à la mode à cette époque-là, on peut le dire. Donc bah, j'ai décidé de raccrocher les gants chez l'Idélude, et j'avais bossé sur le Petit Poucet, la forêt mystérieuse, un jeu de Corentin Lebras et Gilles Lehmann, illustré par Vincent Joubert, que je vais retrouver nombre de fois à travers mes différentes casquettes. Et j'avais bien aimé. Alors, j'aime la littérature jeunesse de base, en fait. Il y a surtout cette appétence-là. Pas forcément pour mes enfants, mais pour moi aussi, pour le coup. J'adore la BD, j'adore la littérature jeunesse, enfin tout l'aspect graphique de ce domaine-là. Et j'avais bossé sur le Petit Poucet et j'ai commencé à réfléchir à avoir une gamme, en fait, dédiée à des contes. Et lorsque je suis parti de chez Libellude, donc je me suis dit, j'ai eu 1 an d'expérience comme chef de projet chez Libellude. J'ai un bon réseau parce que, comme tu l'as dit, j'étais chroniqueur pour Plateau, j'étais chroniqueur pour Ravage, Sci-Fi Universe, le site en ligne. Donc j'avais tissé un petit réseau quand même, et puis je suis joueur depuis un moment aussi, et que au bout d'un moment, on finit par rencontrer les gens qu'on avait rencontrés 30 ans avant, presque. Donc je me suis dit, bon, allez, j'ai eu des propositions entre-temps. Il y a Patrice Boulet de Yellow qui m'avait proposé un poste de chef de projet quand il a su que je partais de chez Libellude. Euh, J'avais même été contacté par Sophie Gravel pour bosser à l'époque chez Philosophia, pour s'occuper de la France. Je me suis dit, bon, quitte à monter un truc, autant le monter pour moi, en fait, quoi. Et j'ai lancé Purple Brain, et le premier jeu sur lequel on a travaillé, j'ai travaillé, je dis on parce que, mais j'étais tout seul à l'époque. Alors, on, c'est avec les auteurs, on va dire. Purple Brain, ça a toujours été une seule personne, en l'occurrence. Mais on a commencé à travailler avec les auteurs sur Les Trois Petits Cochons et Baba Yaga. Et voilà. Et donc, j'ai pensé le truc. Il y a Erwan Ascoët et Loïc Ascoët de Bombix qui m'ont filé un coup de main. C'était des potes sur le maquettage des fichiers, etc. Parce que j'y connaissais rien. Le poste de chef de projet chez Libellus, c'est pas un domaine auquel je touchais, donc j'ai dû apprendre sur le tas aussi. Donc j'ai maquetté les fichiers de la gamme Contes et Jeux, avec de l'aide aussi quand c'était vraiment des travaux spécifiques, hein, avec de l'aide de graphistes, quand vraiment c'était très technique.
Parce que moi, j'avais pas des compétences non plus de dingue. Je crois que le dernier jeu que j'ai dû maqueter moi-même, je me demande si c'est pas Attrape-Rêve, en fait. Parce que chez Spaceco, à une époque, on n'est pas, toujours pas de graphiste. Donc voilà. Donc oui, en fait, c'est parti de l'envie de réunir le jeu et la littérature jeunesse. En plus de ça, mes enfants étaient dans une période où, grosso modo, j'ai fait les jeux pour mes enfants. Enfin, j'y jouais en même temps qu'eux. Donc je crois que mon fils avait 6 ans et ma fille 3 ans. Donc ils étaient dans cette catégorie-là, dans les trois petits cochons. Ça s'est fait avec eux, en fait, quoi. Et c'est pour ça qu'on, quand on voit la ligne éditoriale de Purple Brain, elle a tendance à monter au fil des ans en termes d'âge. Et donc ça correspond à l'âge de mes enfants, tout bonnement. C'est à peu près ça l'idée. Voilà. Oui, même tu dis littérature jeunesse, c'est vrai que une des spécificités, et peut-être qui a fait aussi, je pense, le succès en partie, parce qu'après il y a forcément le jeu, mais Mhm. c'est le boitage, quoi. C'est le boitage qui Ouais. respecte un peu ce Ah ouais. côté littérature et collection de livres. C'est Ah vrai. oui, moi je suis collectionneur de BD, enfin de livres jeunesse, donc ça me parlait. Après, j'ai pas inventé la boîte en forme de livre, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Ça existait avant, même dans le jeu de société, ça existait avant avec du ballet, par exemple. Mais l'idée, c'était de réunir tout, et donc il y avait le livret de règles, et je réécrivais moi-même le conte ou la fable pour fournir le livret à l'intérieur. C'était mon petit plaisir à moi, et puis ça évitait de payer des droits d'auteur à d'autres éditeurs qui avaient fait leur propre adaptation. Parce que les contes et les fables, c'est du domaine public. Par contre, les différentes adaptations ne le sont pas, forcément. Tout à fait. Donc, l'idée, c'était d'abord la nôtre, en fait. Tu parlais de moyens modestes puisque bah tu étais tout seul. Malgré tout, ça n'a pas empêché bah, en fait que tu rencontres un certain succès puisque tu as remporté quelques prix, tu as été nommé, si je dis pas de bêtises, à l'As d'Or, que ce soit avec les trois petits cochons, le lièvre et la tortue, c'est ça hein, qui a été. Et chez Purple Brain, donc il y a eu ces deux-là, et en plus de ça, il y a eu le monstre des couleurs qui était chez Purple Brain à la fin. Oui, C'est la fameuse année avec Zombie Kids et, euh, et le jeu de Marie Wilfried, de Lou de chez Blue Orange. Bah, j'ai oublié le nom, ça m'arrive. oui, Enfin bon, l'année Mr. où. Wolf. Oui, Mister. Mr. Wolf. Ouais. Autant dire que tu étais en challenge avec du lourd et le monstre des couleurs qui d'ailleurs était pareil adapté hein, si je dis pas de bêtises. Bah, alors ça, pour le coup, c'était une localisation. C'est Devir, l'éditeur espagnol, qui est l'éditeur original du jeu, parce qu'Ana Llenas, l'auteur Monstre des couleurs, à savoir La couleur des émotions en français, est catalane. Enfin, espagnole, catalane. Voilà. Donc le jeu vient de là, il m'avait été présenté et j'ai dit j'aimerais le localiser parce que je trouve ça super. Voilà. C'était lié à la littérature jeunesse, c'était tout à fait aussi dans le feeling de Purple Brain. Et donc c'est le seul jeu qui a survécu au passage chez Spaceco, finalement. Voilà. Ouais que t'as pu emmener d'ailleurs comment ça s'est passé ce passage pourquoi tous tes jeux finalement ne se sont pas retrouvés avec toi, ne t'ont pas suivi? Parce que j'ai décidé qu'ils me suivraient pas, tout Ouais, simplement. tu voulais que Et ça moi, j'aime bien. reste Ouais, parce que je trouve que la période s'était terminée. Moi, je fonctionne assez comme ça, c'est-à-dire que c'est pas que je regarde pas en arrière, mais j'aime bien cette idée de, c'était un beau projet, c'était top, hein, j'ai appris plein de choses. On a vendu quelques jeux au passage, et l'idée c'était de recommencer à zéro. ouais Et ouais. comme le monstre des couleurs s'inscrivait bien aussi dans l'esprit Space Coast, c'est-à-dire de vraiment cadrer les jeux de 4 à 7 ans, le coup, bah, il avait toute sa place, donc il n'y avait pas de raison de l'arrêter celui-ci. Et la gamme Contes et Jeux, comme la gamme Classics, hein, qui viendra avec le Tour du Monde en 80 jours, Oliver Twist et Michel Strogoff, c'est des jeux qui étaient vraiment dans une gamme particulière en fait, quoi. Et là où je voulais, avec la création de Spaceco, des jeux comme ça, il n'était pas question de les emmener. Voilà. C'est bien, il n'y a pas besoin de. Moi, il n'y a pas besoin de prolonger la vie d'une belle expérience, enfin à tout prix, quoi. Moi, j'avais vraiment envie de faire autre chose aussi. De plus, comme j'ai appris aussi mon métier dans ces années-là, d'avoir beaucoup plus concentré sur une tranche d'âge, finalement, plutôt que de s'éparpiller. Ouais. Justement, avant de passer à Spaceco, le fait que dans les contes, il y a quand même un côté, comment dire, parfois il y a un propos qui peut être, il y a souvent une seconde lecture.
Est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchissais quand tu parlais avec les auteurs dans la mécanique ou quoi, de comment l'intégrer ou comment, je sais pas, peut-être le minimiser ou... En fait, ça se faisait l'adaptation alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a le jeu venait avec un thème déjà, donc les trois petits cochons c'était le cas. Baba Yaga c'était pas le cas. Le lièvre à la tortue c'était pas tout à fait le cas, mais il y avait un lièvre, une tortue. Et la cigale à fourmi, ça vient d'une proposition que j'ai faite à Johan Levet. Donc il y a différentes choses. Par contre, les auteurs n'étaient pas dans ce travail d'adaptation du conte et du message qu'on voulait faire passer. Et je crois que le jeu qui symbolise le plus ce propos, cet arrière-propos, je pense que c'est le joueur de flûte finalement. Parce que c'est un jeu méchant, dans un cadre familial, c'est un jeu méchant, et je pense qu'il y en a qui se sont aperçus que on pouvait aussi faire du jeu méchant dans un cadre familial avec les enfants du moment que c'était cadré. Et le propos était là aussi, pour le coup, parce que ça voulait dire quelque chose, en fait. Ça Oui, voulait oui. dire quelque chose. Oui, parce qu'il y a Donc, souvent un aspect un peu, entre guillemets, pédagogique au conte. ouais, ah, dans Euh, le conte, ouais, c'était comment dire, des leçons de vie enseignées à travers l'imaginaire, quoi, en fait. Hein. Évidemment que c'était des messages. Ouais. Ouais. C'est un oui, peu, je trouve que ça correspond bien au jeu de société de transmettre, mine de rien, hein, sans que des choses, enfin des valeurs. Alors, au sens très très large hein, des oui. valeurs. Hein. Je veux dire des guides pour les enfants en fait. Hein. Je parle du jeu pour enfants, même pour les adultes, hein, de fournir des clés aussi pour ta vie en général. Je trouve que les contes et le jeu de société ont un peu ont ce parallèle là. Ouais. Peut-être pas tous, hein, absolu, mais c'est un peu le cas des deux domaines. Oui. Tu disais que après, donc, tu as été chez Spaceco. Euh, Mhm. la question, c'est est-ce que on est venu te chercher ou est-ce que c'est toi qui as démarché comment s'est passée en fait cette Ouais, transition? ouais. Alors, quand j'ai monté Purple Brain, j'avais pas dans l'idée de leur vendre à jour. C'était vraiment pas c'était vraiment pas le projet. Hein. J'y pensais pas du tout. Après, le truc, c'est que, bah, avant d'être distribué, parce que Purple Brain était distribué par Yellow. Et avant ça, Asmodée avait jeté un coup d'œil au jeu qu'on allait éditer, quoi. Donc ça s'était pas fait, mais je connaissais quand même, j'avais rencontré Marc à cette époque-là, je connaissais des gens chez Asmodée, pas mal de gens chez Asmodée. Donc en fait, comme c'est un petit milieu, bah, on garde tous le contact. Bon, autant dire que quand ils avaient refusé et qu'ils ont vu que les trois petits cochons étaient nommés à l'As d'Or la première fois, ils ont un peu tiqué. Et puis on a remis le couvert avec le lièvre et la tortue, je crois que c'était l'année d'après, il me semble. L'année d'après ou 2 ans après, je sais plus. 2015, je dirais. Oui, c'est ça, bah, l'année d'après en fait. Quoi. Et c'était assez rigolo. Et Marc avait dans l'idée depuis un moment, il y avait eu plein de tentatives de faire du jeu pour enfants chez Asmodée qui étaient totalement infructueuses. Et Marc, un jour, il me dit me voir, mais, on a discuté, et puis il voulait créer une gamme de jeux pour enfants chez Asmodée. En fait. Et puis, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a discuté. Moi, on avait un contrat de 5 ans avec Yellow en distribution. Donc, ce qu'on appelait les contrats studio à l'époque, en fait. Et le contrat arrivait à terme, et puis bah, je me suis dit, là, je travaillais encore tout seul, et ça devenait, je faisais tout, en fait. Quoi. Je me déplaçais sur tous les festivals, en boutique. Et à bout d'un moment, c'est bon, faire ça 5 ans. Alors c'est pas, on va pas à la mine, hein, c'est pas ça l'idée. Hein, on fait ça aussi avec passion, mais quand on est tout seul, c'est un peu crevant. Et moi, j'avais besoin d'avoir commencé à avoir une équipe à étendre le truc pour avancer. Quoi. Donc, ça a été comme un palier aussi, c'était l'occasion. Donc Marc m'a proposé de racheter Purple Brain pour monter un nouveau studio de jeux pour enfants. Alors, un nouveau studio, au début, c'est de faire du jeu pour enfants chez Asmodée. Le fait de créer un nouveau studio, c'est moi qui ai décidé de créer un nouveau studio, en fait, qui est devenu Space Corp. Et d'ailleurs, pourquoi Spaceco? Pourquoi cette affiliation avec Space Cowboy? Alors là, j'aurais fait de me casser une jambe ce jour-là, peut-être, ça aurait été plus simple. En fait, c'est que moi, quand j'allais, alors je travaille pas à Paris, hein, je suis plutôt dans l'Ouest. Hein. Quand j'allais en région parisienne, chez Asmodée, bah, c'était à Buc, là où étaient les Space Cowboys. Donc on travaillait de manière assez proche, en fait. Quoi. En plus de ça, assez tôt, on a commencé aussi à travailler sur Unlock Kids.
donc, qui était la première adaptation qu'on ait faite. Donc je me suis dit, bon, on est proche des Space Cowboys, Space Co, c'est rigolo. Et puis l'idée, c'est qu'on avait aussi, j'avais l'appui en termes de communication de Space Cowboys au départ, parce que j'étais tout seul. Donc on travaillait de manière assez proche, en fait. Donc c'est resté comme ça. Voilà. Alors souvent les gens font la confusion, mais c'est pas grave. Hein. C'est les jeux qui comptent, c'est pas l'éditeur, je dirais. Donc, Oui, oui. Oui, puisque même en termes d'image, puisque les Space Cowboys, on pense plus à c'est les héros de la nation qui c'est un peu ça, ouais, c'est ça. À nous, c'est la vache de la nation. voilà la petite vache, etc. Euh, pour dire parce que avant tu parlais euh, de 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 comment dire des comptes, etc., de ta ligne éditoriale, ce qu'on n'a peut-être pas rappelé, c'est qu'à cette époque-là, le monde du jeu pour enfants est un peu dominé par ABBA. Je pense que Ouais, c'est largement. voilà, Ouais. qui a un peu commencé déjà à l'époque à être un peu, sans être péjoratif, mais un peu vieillot dans le sens où c'était les mêmes boîtes. T'avais Ravensburger aussi, Il y enfin, avait toutes les Ravensburger. vieilles, enfin les vieilles, comme tu dis, pas les Oui, vieilles enseignes en fait, mais les historiques, on va dire. les historiques et qui avaient à peu près toujours les mêmes jeux dans les. Enfin, voilà, il n'y avait pas eu de rafraîchissement, on va dire. Mhm. Toi, quand on te propose ça et que tu lances Spaceco, c'est quoi, toi, ton idée là-dessus? Comment tu vois le monde du jeu pour enfants et qu'est-ce que tu veux y apporter? Comment je le vois, déjà moi ça m'a permis de me recentrer sur ce qu'on allait faire. Comme je le disais, Purple Brain on était parti, on faisait un peu des jeux pour n'importe quel âge. J'exagère un peu, mais il y avait un peu ça. C'était de profiter aussi de l'expérience que j'avais acquise sur la gamme Contes et Jeux principalement, euh, et de mieux centrer notre effort sur les 4-7 ans, surtout pas en dessous de 4 ans, parce que je trouve que pour le coup, il y a un vrai gap, en fait, quoi, en termes de compétences. 4-7 ans, c'est un peu comment dire, pas le marronnier, mais dans le jeu pour enfants, grosso modo, les éditeurs sont plutôt sur ces créneaux-là. Hein, c'est à peu près la moyenne. L'idée, c'est déjà d'être conscient que on est chez Space Coast, c'est un studio Asmodée. Asmodée, c'est quand même gros. En général, c'était nous les plus gros. Sauf que dans le jeu pour enfants, c'était tout le contraire, en fait. De prendre conscience que, en face, il y a Jekyll, il y a Ravensburger, il y a que des gros, en fait. Donc voilà. Donc, il va falloir trouver des trucs pour que ça avance. Donc, on a commencé à faire une petite charte, pas trop imposante. Euh, on a signé notre premier jeu Yumi Myland avec Laurent Escoffier et dans la foulée, il y a Attrape avec Laurent Escoffier et David Faux qui est apparu et ces 2 jours étaient nommés à l'As d'Or et ça, je savais même pas que c'était possible d'avoir 2 jeux nommés la première année de Space Co. Est-ce qu'on s'est dit quelque chose? Donc, on avait conscience de nos concurrents, ça c'est sûr. L'idée, c'était pas non plus de se dire tout de suite, on va les défoncer, entre guillemets, mais c'était de trouver sa place, en fait. Et donc, on a commencé à trouver notre place. Alors, il y avait 2 choses. C'était garder cet esprit un peu dans la gamme Contes et Jeux. L'idée, c'était d'avoir des jeux, pas seulement pour les enfants, mais qui parlent un peu à tout le monde, auxquels on peut jouer avec les parents ou même tout seul, en fait. Euh, donc d'avoir cet aspect-là, sachant que, bon, qu'on soit d'accord, hein, l'autonomie soi-disant revendiquée de certains jeux au niveau des enfants, elle n'apparaît pas avant la deuxième ou troisième partie. Hein. C'est toujours les parents qui lisent des règles et en 90% des cas, c'est les parents qui font la première partie avec les enfants. Donc ça, c'est un peu de l'argument marketing, on va dire. Et donc l'idée aussi, j'avais aussi dans l'idée de profiter, ça remonte à un moment et ça se concrétise un peu ces jours-là, pour le coup, ces jours-ci, c'est de se dire, on a des grands jeux chez Asmodée, les Aventuriers du Rail, les Unlock, les Splendor, et ça serait pas mal d'exploiter ces cités, ces propriétés intellectuelles, et les adapter vraiment pour les enfants, pas seulement faire un truc cosmétique, réduire l'âge, le matériel, etc. Donc il y avait ces deux projets chez Spaceco, il y avait plein de nouveaux jeux qui ne sont pas des propriétés intellectuelles connues, donc, on va dire de manière traditionnelle, avec des auteurs qui viennent vers nous, rencontre des auteurs sur les festivals, etc. Mais aussi de travailler sur des propriétés intellectuelles du groupe, les adapter aux versions enfants. Et c'est pour ça que la première personne que j'ai recrutée,
c'était Wilfried Faure, en tant que game designer. En fait, on a travaillé tous les deux au départ sur ce qu'allait devenir Unlock Kids, c'est-à-dire poser les bases de ce qu'allait devenir Unlock Kids et faire avec les contraintes. Parce que adapter des jeux pour les enfants sur des jeux existants, c'est travailler sur les contraintes, en fait. Quoi. Voilà. Donc, c'était les deux projets de Space Co. Oui, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des jeux, comme tu disais, on va dire entre guillemets originaux, dans le sens qu'ils sont pas issus de licences soit extérieures au monde du jeu, Mmh. soit de licences de monde du jeu, ce qu'on appelle les IP, les fameuses IP. Mmh. Comment ça se passe quand tu travailles? Tu disais le Nutkeys, là c'est Splendor, Kids qui arrive en octobre. c'est Ouais. ça. Comment ça se passe quand vous travaillez sur justement cette adaptation? Vous partez du jeu original et de c'est quoi qui en fait sa substance et vous essayez de la Exactement. garder, Ouais. oui, Ouais, c'est ça. C'est la vraie analyse. La première chose, c'est quelle est la substantifique moelle du jeu. Par exemple, et alors par contre, après, il y a plein de cas différents. bien Il sûr. y a Unlock Kids, c'est du développement interne. Quand Wilfried était là, on a bossé tous les deux sur le développement, sur la base mécanique, sur le tronc et la Bible d'Unlock Kids. Après, on a fait appel à des gens pour des scénarios, enfin les aventures, on a externalisé, mais le tronc commun, on l'a fait ensemble, avec validation de Space Cowboys, évidemment, parce qu'on travaille sur une propriété intellectuelle qui nous appartient pas, en fait. Donc, évidemment, on se doit de montrer, ce qui est normal, hein, les évolutions des projets. Mysterium Kids, c'était un peu différent. Parce que Mysterium Kids, c'est un jeu qu'on a signé sur Cannes de Antona Bocara et Eddie Schfeld il y a quelques temps. Et c'était pas du tout Mysterium Kids pour le coup. Ça n'a rien à voir avec la licence. Et à force de travailler dessus, à un moment, je me suis dit, dis donc, ça fera un bon Mysterium Kids. Ça. Parce que c'est quoi Mysterium Kids en fait? C'est pas du tout un jeu d'enquête. C'est un jeu de communication restreinte, asymétrique. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, le médium, en fait, au lieu de voir les choses, on les entend, eh ben, ça correspond en plus à un médium qui est adapté aux enfants, pour le coup, aussi. Donc, et je suis allé voir l'IB2, je leur ai dit comment on est copains de classe, je suis allé les voir, je leur ai dit, et dites donc, ça serait un bon Mysterium Kids quand même. Hein. Elle a dit, bah ouais, ok, bon, on le fait. Donc on l'a fait. Et c'est marrant, Mysterium Kids, sous prétexte que c'est un... Il y a plein de gens qui se disent, et je pense qu'il a été boudé, parce qu'il y a toujours, en Kids, malgré le fait qu'on avait prouvé avec Unlock Kids qu'on était quand même capable, c'était pas simplement un copier-coller et puis on enlève des trucs, il y avait un travail de dingue hein, sur Unlock Kids, on se rend pas compte, hein, sur Unlock déjà aussi, et sur Unlock Kids aussi. Plein de gens qui se sont dit, ouais, Mysterium, c'est un jeu d'enquête, et puis c'est l'espèce de côté péjoratif de l'adaptation, en fait. Et je pense qu'il y a des gens qui sont passés à côté de ça, qui n'a pas eu le succès escompté, on va dire, en France. Bon, bah, par contre, on a gagné le Kinderspiel des CRS en Allemagne, et ça, c'était cool. Et là, en fait, c'est typiquement un jeu, et souvent le cas dans les jeux pour enfants, c'est le cas, quand tu as des adultes qui se mettent à la place des enfants pour juger de la qualité d'un jeu. Alors, on est obligé d'en passer par là, hein, je veux dire, c'est normal. Mais quand le vrai truc, c'est quand tu vois des enfants jouer à un jeu pour enfants. Et là, moi, on en reparlera peut-être, mais un jury spécialisé enfant au Spiel des Jahres a cette démarche-là d'aller solliciter des ludothèques, des machins, des trucs. Alors, ça existe, hein, je crois, dans l'Asdor, hein, mais pas de manière aussi systématique, on va dire. Et je pense que là, tu vois la réaction des enfants de manière beaucoup plus globale, en fait. Et ça fait le truc, quoi. Ça fait le truc. Donc souvent, oui, le jeu pour enfants est jugé par des adultes, parce que c'est les clients, en fait. Et je parle pas que des adultes clients finaux, je parle de nos distributeurs, des boutiques, de tous les intervenants. Hein. Donc voilà. Oui, même, même les médias d'ailleurs. Oui, oui, exactement, ouais, exactement. Donc il y a différents. Alors pour revenir à ta question sur les adaptations kids, donc grosso modo, l'idée c'est de définir la substantifique moelle du jeu. Donc je parlais de Mysterium Kids, bon bah c'est un jeu de communication restreinte avec asymétrie. Unlock, pour moi Unlock, c'est l'assemblement de deux choses qui donnent une autre chose, en fait. Donc on a créé des demi-symboles, on les a assemblés, on avait une petite grille sur laquelle on va pour vérifier. Et puis le truc, c'est qu'on voulait pas d'application, on voulait pas d'écran. Alors il y a le fait que moi les écrans, honnêtement, plus les enfants sont loin, je pense que mieux c'est, mais c'est un parti pris. Hein.
Mais il y a aussi le fait, c'est que si on pose un écran à côté d'un jeu de société, les enfants sont happés par l'écran. Et la concentration n'est pas du tout la même sur le jeu en lui-même. C'est vraiment très très différent. Donc voilà, donc la première chose qu'on fait, c'est définir la substantifique moelle du jeu. La deuxième chose, alors c'est même un peu en même temps, mais si on veut hiérarchiser entre guillemets, c'est de se dire, on doit respecter le fait que c'est aussi un jeu pour enfants. Il y a des contraintes dans le jeu pour enfants, des contraintes matérielles, des contraintes d'ergonomie, qui à mon avis devraient être plus souvent prises en compte dans les jeux adultes, mais soit dit en passant. Mais il y a aussi ces contraintes liées aux spécificités du jeu pour enfants. Donc, une fois qu'en fait, c'est que du travail de contrainte, hein, les versions kids. Si les gens pensent que c'est une partie de plaisir d'adapter une propriété intellectuelle, un jeu existant en version enfant, c'est beaucoup plus facile de créer un jeu ex nihilo, en fait. On est beaucoup plus libre, mais c'est un plaisir de travailler sous la contrainte. C'est une manière de faire que moi je trouve vraiment riche, parce qu'on essaie de trouver comment on peut adapter ceci, comment on peut adapter cela, tout en restant fidèle. Et c'était un peu le travail d'adaptation que je faisais aussi sur la gamme Contes et Jeux. Je devais respecter un thème aussi. Et quand on travaillait sur la mécanique avec les auteurs, on essayait de tirer, de trouver un point mécanique qui corresponde au thème aussi, à un élément du conte ou de la fable. Donc il y a un peu cet esprit-là aussi. Je crois que c'est même ça que j'ai vraiment gardé de Purple Brain à Space Coast. C'est ce souci d'adaptation, en fait. Justement, tu parlais du succès quand même. On peut pas se cacher derrière son petit doigt. Les jeux ont eu des prix, les jeux ont, pour certains, j'imagine, bien fonctionné en termes commerciaux. On s'en cache pas. Hein. Voilà. Ouais. Mais même auprès des joueurs et des joueuses, quand même, ludiquement, c'est pas rien. Est-ce que justement, c'est quelque chose qui t'a touché, ou comment peut-être tu as essayé de combattre ce côté, cette vision qu'on peut avoir de se dire, ah, comme c'est adapté d'un jeu très connu, c'est de la fainéantise. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, alors qu'il y a un travail derrière, quoi. Oui, bon, après je l'explique naturellement, comme je viens de l'expliquer en fait. Et puis, comme je suis pas vraiment quelqu'un qui traîne sur les réseaux sociaux, les trucs, les machins, autant te dire que je vois pas du tout passer ce genre de truc si ça revient. Mais quand on me pose la question directement, j'ai pas de problème à l'expliquer. Et c'est un peu, moi, quand je discute avec les boutiques ou des gens sur les festivals, quand on a ce genre de discussion, c'est ça le propos. Et je pense que les gens le savent au bout d'un moment. Enfin, quand on a prouvé avec Unlock Kids, le travail qui a été fait, je pense que les gens se sont aperçus du vrai travail qu'il y avait eu sur Unlock Kids. Mysterium Kids, le travail était différent, mais il y a un vrai souci d'adaptation et d'être cohérent par rapport à un jeu enfant, etc. Et les autres qui suivent aussi, pour le coup. Je suis complètement, je suis totalement disposé à l'expliquer. Ça, il n'y a pas de problème. Après, moi, parfois, sur les festivals ou les journées professionnelles, quand je discute avec des boutiques, ça arrive, ou même pas que des boutiques, des gens du milieu, on va appeler ça, même si j'aime pas trop ce terme-là, je trouve ça un peu, bon bref, c'est un peu prétentieux. Quand on commence à me dire, oui, mais tu vois, sur des faits, enfin, sur de l'éditorial, de dire, oui, mais t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Par exemple, maintenant, mon habitude, quand je converse avec des boutiques sur ce sujet, quand j'ai un retour comme ça, je dis, écoute, le jeu, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est pas grave. Et par contre, moi, je vais pas dans ta boutique te dire comment tes jeux sont rangés, puis regarder ta compta si elle est bien entretenue, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, enfin, parfois, éditeur, t'as l'impression que c'est un peu sélectionneur de l'équipe de France, tu vois, tout le monde la ramène, mais en fait, est-ce que les gens connaissent vraiment le volet technique de l'édition? En général, dans 90% des cas, c'est pas le cas. Donc, oui, il y a des erreurs. Bah ouais, il y a des erreurs, mais comme dans tous les métiers, et puis voilà, quoi. Bon, après, je le dis en rigolant, et puis les gens commencent à le savoir aussi, quoi. Donc, voilà. Mais c'est assez drôle. C'est assez drôle. Donc on parle de jeux pour enfants. Donc en fait, c'est un public quand même, et de 4 à 7 ans, comme tu l'as précisé. Donc c'est un public très spécifique. Comment ça se passe déjà dans la phase de développement? Est-ce que tu fais du playtesting auprès justement d'un jeune public pour voir les réactions, aménager peut-être, je sais pas, changer certains points de règle ou des choses? La première chose, en fait, il y a un jeu dont on pense qu'il pourrait être pour nous,
avant de le signer, on fait un premier test avec des enfants pour voir si on parle le même langage, entre guillemets. Donc après, le problème, c'est que c'est un test avec des enfants, mais c'est pas tous les enfants du monde. Donc il y a toujours un risque de pas correspondre à une certaine catégorie, quoi. Mais oui, effectivement, alors quand Wilfried était là chez nous, lui, il faisait des tests de son côté, on en faisait de notre côté dans des médiathèques, il y a des centres de loisirs, etc. Là, en fait, depuis Mysterium Kids, sur Mysterium Kids pour l'illustration des cartes. Ouais, là, on a travaillé pas mal sur l'adaptation des cartes pour les enfants. C'est-à-dire, on a un visuel qui doit être transformé en son, en fait. Et là, j'ai proposé à Adeline d'un monde de jeu de travailler avec nous avec son groupe de petits testeurs pour tester toutes les cartes qui étaient mises à leur disposition, en fait. Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec les petits testeurs et on continue de le faire, en fait, quoi. Donc Aline et les petits testeurs voient passer tous les jeux Spaceco qui sortent sur le marché, en fait, quoi. Donc on travaille de ce côté-là et c'est important parce que c'est alors nous après avec l'expérience on a aussi une vision de ce qu'on pense être le jeu pour enfants entre guillemets, hein. Donc c'est une concomitance de ce qu'on a comme retour de test de la part de tests avec des enfants, mais aussi nous notre expérience et une rencontre de tout ça, quoi. Donc, et on fait aussi tester les jeux dans des médiathèques encore ou des centres de loisirs, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que c'est important ou pas du tout que le jeu, bon, forcément qu'il plaise aux enfants, ça c'est une évidence, je veux dire, mais qu'il soit aussi plaisant pour les adultes qui pourraient jouer avec les enfants? Ou est-ce que non, s'il plaît aux enfants, c'est le principal et les adultes ont qu'à se forcer un peu? J'ai souvent été catégorique sur ce sujet. Mais je dirais, non, maintenant, enfin, je trouve que la meilleure formule qui correspond à ce qu'on fait, ça serait de se dire, avant tout, il doit plaire aux enfants, et tant mieux si ça plaît aux parents, enfin, ou aux adultes, tant mieux. Si c'est pas le cas, du moment que ça plaise aux enfants, enfin, je trouve qu'on a fait le taf, en fait, quelque part, parce que c'est des jeux qui sont destinés aux enfants. Alors, mais ça n'empêche pas que des adultes peuvent y jouer aussi, et tant mieux si ça leur plaît, tant mieux s'il y a un échange après. Et on a dans notre catalogue Spaceco et toutes les versions Kids, Asmodee Kids, on a vraiment des jeux très différents les uns des autres aussi, pour le coup. Donc, ce qui est valable pour l'un sera pas valable pour l'autre. Par exemple, Attrape-Rêve, qui a eu l'As d'or, c'est un jeu à partir de 4 ans. Donc, on sait qu'il va y avoir pas une date butoir, mais à un moment, les enfants vont plus y jouer. Ce qui n'est pas tout à fait le cas des jeux 6-7 ans, où ça peut prolonger jusqu'à 9-10 ans, en fait. Comme Unlock Kids, par exemple. On sait que Unlock Kids, c'est plutôt du 6-10 ans, en fait, selon les scénarios, hein. Mais il faut mettre un âge de départ, et l'idée, c'est d'avoir la transition avec Unlock, en fait, derrière, tout simplement, hein. Donc, donc ça dépend vraiment des jeux, mais tant mieux si ça plaît aux parents, tant mieux si ça plaît aux adultes, si ça plaît aux enfants, c'est le principal. C'est la première chose qui nous importe. Comment tu détermines, enfin comment est déterminé l'âge pour l'enfant? Est-ce qu'il y a des critères précis? Est-ce que comment on fait pour dire ok, ça c'est 5 ans, ou à partir de, pardon, c'est à partir de 5 ans ou à partir de 6 ans? Ouais. Ça, alors il y a deux choses. Il y a l'expérience dans notre métier. On a acquis il y a quelques temps déjà, mais il y a aussi forcément les compétences scolaires, en fait, quoi. C'est-à-dire que, et notamment la lecture, savoir compter, tous ces passages obligatoires, en fait, sont pris en compte dans le jeu qu'on développe. Ouais, ouais. Donc les critères, c'est ça, c'est les compétences des enfants à tel âge. Parfois, on a des retours en nous disant, oui, alors, c'est pas un peu jeune, parce que ça me paraît compliqué. En fait, nous, on réfléchit d'une façon où si la structure de base du jeu, tu l'as comprise, pas forcément toutes les implications, les développements, etc., c'est à partir de la structure de base du jeu qu'on définit l'âge, en fait. C'est pas sur la réflexion au bout de plusieurs parties, etc. Le jeu pour enfants, c'est comme pour le jeu pour adultes. La première partie, tu vas pas tout capter, en fait. Tu vas pas capter tous les tenants et les aboutissants d'un jeu. Enfin, notamment sur les jeux soi-disant experts. Alors là, c'est encore plus le cas. La première partie, si tu as fait le tour du jeu, c'est qu'il y a un problème quand même, quoi. Mais il y a en fait, on demanderait aux enfants de tout capter, alors ce qu'on ne demande pas aux adultes parfois, quoi. Non, en fait, nous, une fois que la structure de base, on pense qu'elle est assimilable, en fait, par les enfants, en fonction de leurs compétences en matière d'éducation, etc.
Et sachant qu'il y a il peut y avoir des gros gaps, hein. Un jeu 5 ans, c'est pas un jeu 6 ans, hein. Et un jeu 4 ans, c'est pas un jeu 6 ans non plus. C'est des périodes où les gaps en termes d'acquisition sont assez énormes, en fait, quoi. On se rend pas compte. 6 ans, on va dire. 6 ans, on a commencé à lire, on est en CP. Bah oui, mais l'année d'avant, bon, il y a peut-être un peu de lecture, mais on faut pas trop compter dessus non plus, quoi. Donc voilà. Après, la rédaction de la règle, c'est un autre problème. La règle, on la rédige pour les parents, Oui, oui. évidemment. Bon. Justement, est-ce que pour ces jeux-là, comment toi tu définis un équilibre ludique? Qu'est-ce qui est trop simple, pas simple, rejouabilité? Est-ce qu'il y a une spécificité, par exemple, où on pense que pour les jeux adultes, on sait qu'il y a beaucoup, quand je dis adulte, je parle voilà, de manière générale, on sait que la rejouabilité est parfois très importante, quand bien même en fait on sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que pour Ouais, les non, enfants qui aiment rejouer, qui eux pour le coup, je pense, usent un peu plus le plateau que les adultes, c'est quelque chose que tu prends en compte ou enfin je sais pas. Est-ce que c'est Alors, on se, on fait tout pour faire attention de prendre ça trop en compte. En tant qu'adulte joueur, en fait, quoi. En fait, le danger quand on travaille sur du jeu pour enfants et qu'on est un peu joueur aussi à côté, c'est de tirer un peu le jeu un peu trop haut, faut absolument se ramener. Alors, on le fait maintenant de manière assez automatique, hein. Mais moi, là, on a 2 chefs de projet et ça m'arrive de dire attention. Là, on dépasse, on va un peu trop loin. Donc, faut réduire la voilure. Et la rejouabilité, alors, si dans le jeu elle existe, tant mieux. Par contre, on va pas faire un travail de développement unique pour que le jeu soit rejouable, en fait. C'est pas ça, là, on va pas consacrer de l'énergie à ça. Ce qui importe, c'est l'accessibilité, c'est l'émotion, en fait, mais comme dans le jeu adulte, hein, c'est l'émotion. À la fin de la partie, ouais, j'ai passé un super moment, et quand tu te racontes ta partie, ça veut dire qu'il s'est passé un truc, quoi. Mais ça, je dirais, c'est assez universel sur n'importe quel type de jeu. Il y en a qui ont tendance à l'oublier, ça c'est clair. Mais il y a cet aspect-là. La rejouabilité, il y a des critères, effectivement. Parfois, on préfère sacrifier, quand on doit le faire, quand il y a un choix à faire, on préfère sacrifier à la simplicité plutôt qu'un petit truc mécanique qui fait que ça serait moins malin ou moins... Enfin, je sais pas comment le dire. On préfère sacrifier à la contrainte du jeu pour enfants, en fait, quand même, ce souci que peut avoir une vision d'adulte, en fait, sur un côté mécanique ou quelque chose comme ça. Après, il y a des grosses différences aussi, hein, on parlait de tests avec les enfants, entre les enfants non joueurs et les enfants joueurs. Ça, c'est... Et le piège, c'est aussi de ne faire tester les jeux qu'avec des enfants joueurs. Parce qu'autant dire que le gap, il est assez important en termes de compétences, hein, justement. Donc quand on met un âge de départ aussi, on essaie de prendre un peu les deux, alors pas de manière universelle bien entendu, mais de faire un équilibre entre les enfants qui ne jouent pas et ceux qui ont l'habitude de jouer. oui, tu vois vraiment un impact sur ce qu'on appelle la culture ludique, quoi. Avoir Bien sûr. Ouais. Et ça peut être un piège, hein, parce que nous, notre marché domestique, comme on l'appelle, c'est la France. Il y a une certaine maturité dans le jeu de société. Quand on va dans d'autres pays où il n'y a pas la même maturité, nos jeux, ils ont potentiellement, ils peuvent voyager en fait. Et puis on va pas changer les règles à chaque fois qu'on va les exporter. Donc il faut aussi prendre en compte qu'on n'est pas les seuls au monde, quoi. Et que le marché du jeu de société n'est pas forcément développé de la même façon partout. Et on parlait d'écran tout à l'heure, et on sait que pour les enfants, il y a l'attention, elle est un peu plus volatile, mais on sait aussi, il y a beaucoup d'études maintenant qui annoncent que on a de moins en moins d'attention. Alors là, de manière générale, est-ce que déjà, comment dans le jeu de société vous prenez ça en compte? Comment capter l'attention des enfants suffisamment longtemps, enfin c'est pas des parties non plus de 4 heures, mais suffisamment longtemps pour le jeu. Et est-ce que tu as vu un changement là-dessus? Est-ce qu'on a vu je dirais que c'est de manière globale, c'est pas lié qu'au jeu pour enfants, comme tu dis. Après, l'idée, c'est effectivement, d'avoir des mises en place rapides, d'avoir des règles, soit accessibles par d'autres médiums. Alors, je parle sur le jeu de société en général, hein. D'accélérer la mise en place, d'éviter tous les mouvements parasites, toutes les choses parasites qui ralentissent le plaisir de jeu. En fait, le fait d'entrer directement dans le jeu. Ça, on essaie de le faire comme tout le monde. Après, l'attention, malheureusement, je suis pas persuadé qu'on puisse y faire grand chose à part ces éléments-là, quoi. Nous, on peut agir qu'à notre niveau.
Je pense que là, on parle d'un problème de société globale. Et là, malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Ouais. Je pense que ça passe par des politiques éducatives aussi, pour le coup, hein, qui doivent être mises en place pour éviter ce genre de déperdition, on va dire. Et comme ça, on en revient, hein, mais c'est les enfants, donc il y a des spécificités. Tu parlais tout à l'heure d'un travail un peu plus soigné, je veux dire ça comme ça, au niveau du matériel et de l'ergonomie. Est-ce que Mhm. tu peux un peu plus détailler en quoi, je sais pas, c'est peut-être moins de pièces plus petites, en quoi tu fais attention en fait au matériel utilisé pour le jeu et l'ergonomie notamment? Alors, on a un service qualité chez Asmodée, la fabrication, donc tout passe par eux s'il y a des normes. Enfin, je parle uniquement au niveau légal, hein, bien Oui, entendu. Par exemple, je sais pas, une corde qui est trop longue avec laquelle un enfant pourrait s'étrangler. Tout passe par notre service de qualité, donc tout ça, tout est validé. Et on choisit des matériaux qui sont faits. En général, par exemple, hein, Attrape Monstre, eh ben, c'est une localisation Attrape Monstre. Hein, c'est un jeu américain. On a quand même refait la version pas l'identique. En fait, on a augmenté l'épaisseur des tuiles, par exemple, parce que c'est plus facile à prendre des tuiles épaisses, hein, tout simplement. Enfin, il y a toute l'ergonomie, la prise en main qu'on recherche. Là, sur Splendor Kids, par exemple, au lieu de sortir les jetons un par un, bah, on a fait un rack en déchets de canne à sucre, en fait, quoi, dans lequel on range les jetons, et il y a juste à les sortir, à les ranger, grosso modo tels qu'ils sont, pour améliorer la mise en place, et puis que ça soit adapté. Mais ça pourrait être aussi valable pour du jeu pour adultes. Améliorer le temps de mise en place, ça, c'est un truc que tout le monde, tous les éditeurs doivent rechercher, je pense. Donc il y a des matériaux, il y a aussi ce qu'on appelle les plateaux double couche, les double layers. Ce qu'on avait fait sur Attrape-Prêt, par exemple, de mettre ses jetons sur un plateau double couche, bah, c'est comme il y a un creux, ça évite que les enfants peuvent bouger, ça évite que les jetons partent un peu à volo. Attrape Quest, il y avait une réflexion aussi avec les miroirs. En fait, on l'a fait parce que ça faisait une belle mise en scène, mais aussi parce que ça évitait aux enfants de se déplacer autour de la table pour voir ce qu'il y avait sur les trucs. Donc ça, il y a des adultes qui ont trouvé ça totalement surproduit, machin truc, mais en fait, ça a une vraie raison, en fait. On fait pas ça pour le plaisir, parce que faire ça pour le plaisir, c'est on augmenterait le prix du jeu pour le plaisir, ce qui n'a aucun sens, en fait, quoi. Donc là, c'était vraiment d'avoir ce souci ergonomique parce qu'on sait qu'un enfant, bah, pas tous évidemment, mais bah, ça peut bouger autour d'une table. C'est pas forcément aussi statique qu'un adulte qui est concentré autour d'un jeu. C'est très différent. Donc on essaie de. Il y a plein de réflexions qui sont faites à où est l'information sur la table. Il faut qu'elle soit centrale. Ou alors si on a un plateau devant nous, bon bah ça c'est comme dans le jeu pour adultes. Hein. Si le plateau est devant nous, faut pas qu'il y ait de risque que je fais bouger le truc et puis tout se barre. Dans Super Miaou, l'idée c'est d'avoir une petite carte qui organise en fait l'espace de jeu devant soi, en fait, et qui en plus dit ce qu'on doit faire pendant le tour de jeu. Donc ça faisait être de jeu, mais aussi organisateur d'espace en fait. En fait quand on édite aussi, on organise l'espace, et ça c'est valable pour le jeu adulte, pour qu'il soit le plus commode possible. Il n'y a rien de pire que les jeux où tu as un plateau à droite, un plateau à gauche, un plateau au milieu, et où les informations. En fait, c'est un travail sur l'information qui est donnée. Il faut que la lecture soit rapide, en fait. Soit par des formes, soit par des matériels particuliers, d'où le fait d'avoir de la diversité matérielle. Se dire, tiens, au lieu de mettre des cartes ici et des cartes là, je vais plutôt mettre des jetons ici et des cartes là, parce que la forme n'est pas la même, donc la fonction n'est pas la même. Et peut-être que la couleur aussi, bah, mais ça c'est dans le jeu de société global, hein, enfin, dans le métier d'édition, de dire qu'une couleur a une fonction et pas une autre. Enfin, il y a tout un travail ergonomique. Et en fait, finalement, tout ce travail, il est lié à une chose, ce qu'on appelle l'ergonomie, bah, c'est la transmission de l'information, en fait, tout simplement. Hein. C'est à quelle vitesse l'information elle arrive à toi pour que tu sois pas parasité, en fait, parce que c'est un parasitage. Quand tu cherches l'information dans un jeu, rien de pire, quoi. ouais. Rien de pire. Et cela, quel que soit le niveau d'âge, en fait. Et dans le jeu pour enfants, c'est ça que moi j'aime bien dans le travail éditorial dans le jeu pour enfants, t'es obligé d'en passer par là. C'est-à-dire que tu ne peux pas l'oublier, c'est pas possible. Et alors la phrase que je sors à peu près tous les 3-4 matins, mais qui n'est pas de moi, il est toujours plus facile de faire compliqué, en fait. Faire simple, c'est ce qui est le plus dur. Et dans le jeu pour enfants, t'es obligé d'en passer par là, en fait. C'est pour ça que, selon moi, l'édition de jeux pour enfants, c'est la meilleure école d'apprentissage de l'édition.
Parce que ça t'inculque des choses que tu vas prendre en compte absolument pour n'importe quel jeu, en fait. Et tu as une obligation à les avoir, à les prendre en compte. Tu peux pas faire autrement, c'est pas possible. Dans la transmission d'informations, mais aussi dans la transmission d'émotions, il y a les illustrations. Euh, Comment tu cherches un peu les styles d'illustration, puisque si on prend Attrape-Rêve, on a un style un peu plus doux, on va dire, un peu plus ouais, doux. Et Unlock Keys va plutôt reprendre un peu l'imagerie classique de l'aventure, quoi, un peu plus en Et action. puis il y a plein de différences dans Unlock Kids, hein. On a C'est plusieurs ça. illustrateurs, ça dépend vraiment des aventures aussi. Ouais. Ouais. Et ça, justement, comment tu travailles tout ça c'est en amont, c'est à quel moment ça intervient dans le développement Bah, ça arrive assez vite. Une fois qu'on a fixé le thème, en fait, savoir si on garde le thème d'origine ou si on pense qu'il y a un thème qui est plus approprié, dès qu'on a défini le thème, ça vous permet de définir le style, en fait. Et le style d'illustration qu'on veut, il est en fonction de l'âge qu'on veut donner au jeu, en fait, quoi. Et aussi en fonction du propos du jeu. Donc ça arrive assez tôt, hein, dans le choix de l'illustrateur ou de l'illustratrice. Euh, et ça, en fait, c'est l'idée aussi, c'est dans le jeu pour enfants, mais ailleurs, hein, c'est de se dire qu'on raconte une histoire. Et je dirais, le thème, c'est important, certes, ça permet de se mettre dans le jeu, en fait. Mais pour moi, un thème, ça doit aussi servir à expliquer le jeu. C'est-à-dire que si il y a des choses thématiques qui te permettent de manière très fluide d'expliquer une mécanique de jeu, bah, je trouve que c'est là le plus important presque en fait. Quoi. Pour moi, c'est une façon, le thème, c'est une façon de transmettre encore une information, de transmettre la règle plus facilement aussi. Donc c'est pour ça quand on choisit des thèmes, on essaie aussi de les choisir non seulement parce que mécaniquement, ah oui bah non, c'est parce que mécaniquement ça collerait en fait, et parce que ça nous facilitera la vie à tout le monde, hein, que ça soit à nous en édition ou auprès des joueuses et des joueurs, de comment transmettre l'information de la règle en fait de manière plus fluide, parce que quand on fait ça dans le jeu, par exemple Super Miaou, hein, l'idée de la poubelle, du tiroir poubelle, c'est tout bête, hein, et c'est de se dire, il y a rien de plus. Alors le postulat de Super Miaou, le deck building, c'est contre-intuitif de nature. Voilà, quel que soit l'âge. Donc nous, on va essayer de rendre les gestes, de les faire de manière intuitive. C'est-à-dire que quand on va mélanger les cartes, on va faire la machine à laver. Quand on va jeter une carte, on va la mettre dans la poubelle qui est représentée sur le tiroir. C'est-à-dire qu'on accompagne en fait la règle par un geste ou par un objet, enfin par de l'ergonomie en fait. Quoi. Et ça, pour moi, c'est un des enjeux. C'est-à-dire que ces gestes-là, ce matériel-là, ces illustrations-là doivent servir à transmettre le plus aisément possible l'information. On en revient souvent à la transmission d'informations, mais je pense que c'est ce qui fait la différence entre les, c'est un peu présomptueux, mais entre les mauvais jeux et les bons jeux, mais je pense que si t'as pas ça, forcément c'est un mauvais jeu en fait, quoi. Forcément c'est un mauvais jeu. Oui, puisque tu augmentes le risque de la mauvaise expérience de toute façon. Exactement, ouais. Bah oui, oui. Il y a le risque t'en es un qui soit concentré sur les règles que les autres attendent, parce que les autres veulent pas se taper les règles, et puis il y en a qui cherchent, c'est pas les autres. Enfin, ça peut avoir des conséquences domino, quoi. Justement, puisqu'on est dans la transmission et qu'on peut dire que si les jeux de société n'ont pas un objectif éducatif, ils en ont quand même finalement Ah oui, intrinsèquement. Ouais. intrinsèquement. Justement, qu'est-ce que toi tu penses de ça, de cette avancée de plus en plus présente maintenant du jeu de société dans les classes, dans les écoles C'est super, voilà. Enfin, je veux dire, bon, on va essayer d'approfondir le sujet. Alors, en fait, c'est marrant parce que quand tu as eu Marilyn, quand tu as fait l'interview de Marilyn, j'ai repensé à ce que je pensais des éducaflips tout au début. Je me suis dit, parce que je connais bien le flip de Partenay, j'ai été jury pendant quelques années au Trophée Flip, je voyais ça plutôt comme un truc un peu politique, où on se dit, le jeu de société actuel, c'est pas sérieux, donc on va mettre une composante éducative pour rendre le truc un peu plus crédible. Je pense que c'était un peu ça au départ. Et que finalement, après avoir discuté justement avec des membres du jury de l'Educaflip, je me suis dit, ouais, non, on est clairement comment dire, quelque chose qui avance, en fait, qui fait avancer
éducation, parce que quand je disais, nous, l'idée, alors, c'est pas notre. On veut que quand les gens jouent à nos jeux, qu'ils s'amusent. C'est un divertissement avant tout, le jeu. On se dit pas, ça, on va faire un truc hyper enfin, on commence pas par le fait de vouloir faire un truc éducatif. Et même sur Animo, qui est un jeu de lettres, qui peut être utilisé de manière très, enfin, dans n'importe quel cadre scolaire ou autre d'éducation, on veut que le jeu, les gens s'amusent autour de la table. C'est pas le but de faire un truc proprement éducatif. Et donc j'aimais bien la phrase de Marine qui disait, je crois, l'éducatif, c'est ce qui fait le pont entre la maison et l'école, en fait. Je trouve que c'est ça. Et nous, quand on fait des jeux, pour les vendre, évidemment, ouais, parce qu'on aimerait bien continuer à faire notre métier, ça c'est clair. Mais moi je pense, et ça c'est ma vision personnelle, c'est pas la vision de l'équipe hein, non plus. Hein, je veux pas me mettre à la place de mon équipe. Voilà, mais c'est ma vision, c'est-à-dire on donne quand même des clés aux enfants pour les aider quand même pour demain. Il y a un peu cette idée-là, quand même. Et sans vouloir paraître présomptueux, on essaie de donner des clés, je dirais. Si on y arrive, tant mieux. Et si on n'y arrive pas, bon bah voilà. Mais ça fait partie du truc, c'est-à-dire quand on choisit un jeu, on veut quand même qu'il suscite quelque chose, en fait, de ce côté-là. Je suis beaucoup moins... Tu vois, on parlait des versions adaptées aux enfants ou des versions licence, que c'était des jeux un peu bradés, etc. Mais je trouve que sur cet aspect-là éducatif, il y a un peu cette vision-là aussi. C'est-à-dire que les jeux éducatifs, c'est forcément des jeux qui sont barbants, qui sont très professionnels. Et je pense que les structures professionnelles qui fournissaient des jeux éducatifs pour les écoles et trucs comme ça, il y avait un peu cet aspect-là. C'est-à-dire on ne vient pas tout à fait du même monde, entre guillemets, du jeu de société. Hein, il y a différents mondes dans le jeu de société, je pense. Il y a le monde du jouet aussi. Et donc, on va dire, du monde du jeu de société dit moderne, on va dire, à peu près de là où on est issu, il y a un peu certainement une condescendance aussi par rapport à ces jeux-là. Et je pense que là, on les a aussi regardés, peut-être qu'ils nous ont regardés, et que nous, on s'est dit, bon, d'abord, nous, on est avant tout dans le divertissement, enfin, dans le plaisir de jouer, mais c'est bien si ça apporte autre chose aussi, une réflexion ou une compétence qui est renforcée ou des choses comme ça. Les éducaflics sont tout à fait dans cette veine-là, en fait. Pas rechercher des jeux absolument éducatifs, mais plutôt des jeux qui mine de rien, en fait, c'est toujours le mine de rien. Hein, quand on joue, l'apprentissage, il est mine de rien, en fait. Quoi. Et c'est ce mine de rien qui est important. Tu as parlé de ton équipe. Comment tu as vécu et comment tu vis peut-être le passage de ton one-man show à celui de gérer une équipe, etc. D'ailleurs, vous êtes combien? 4, je crois, si j'ai pas de bêtises. C'est 5 là. 5. 5. Bientôt 6. Parce qu'on a une nouvelle recrue qui arrive en août, début septembre. Mon one-man show malgré moi. Hein, parce Oui. que autant te dire que je fais pas... Alors, par la force des choses, quand j'avais Purple Brain, j'étais obligé d'aller au fond, entre guillemets, c'est-à-dire parler aux gens, grosso modo. Sachant que c'est pas que c'est pas dans ma nature, mais quand je vais sur les festivals ou des choses comme ça, c'est pas dans ma nature d'être. Je fais une fois que je suis dedans, mais c'est pas dans ma nature profonde. En fait, je suis plutôt à travailler de mon côté dans ma cave entre guillemets, et puis d'être tranquille. C'est pas que je fuis les sunlight, tout ça, mais presque en fait, honnêtement. Donc j'ai pas eu de mal parce que j'étais demandeur en fait là-dessus, hein, comme je te disais tout à l'heure. De passer de Purple Brain à Spaceco, l'idée c'était aussi de franchir des paliers pour moi, de travailler avec des gens, plutôt tout seul en fait. Donc après, bon, la facilité c'est que c'est moi qui ai créé le studio chez Asmodee, le studio Spaceco. Donc la ligne directrice, la vision, c'est moi qui l'ai en fait. Donc voilà. Donc j'ai recruté, actuellement on a 2 chefs de projet, on a un graphiste et une responsable marketing. Et donc, on va être rejoint par une autre personne qui va gérer la gamme Asmodee Kids à la rentrée, en fait. Donc, c'est une petite équipe. Hein. Moi, quand j'étais chez Libellude, hein, le poste de chef de projet, c'est un peu un fourre-tout. Hein. Ça dépend des industries dans lesquelles on se trouve. Et moi, comme je l'ai appris chez Libellude, c'est chef de projet, tu fais un peu tout, quoi. En fait, hein, c'est ça. Moi, chez Purple Brain, j'étais chef de projet global, en fait. Oui. C'était ça un peu l'idée, quoi. Donc on a gardé, je pense que ça c'est le fait des petites équipes, c'est-à-dire plus tu as des grandes équipes, plus tu as tendance à saucissonner les tâches, qui à mon avis n'est pas forcément une bonne idée non plus, de tout saucissonner. Bon, ça a ses avantages aussi, hein, mais là pour le coup on est une petite équipe et chaque personne a sa tâche en fait.
Ouais, ça nous arrive souvent aussi de faire appel à des externes, notamment sur des compétences graphiques, etc. Quand Vincent, notre graphiste, il est un peu, il est débordé. Et puis voilà, quoi. Donc ouais, ça permet d'avoir des visions différentes aussi, d'avoir des retours. Et puis moi, j'ai des compétences, par exemple sur le marketing, je le faisais malgré moi quand j'avais Purple Brain, mais alors, c'était merci Facebook, hein, parce que s'il n'y avait pas eu Facebook, je crois que le marketing, il aurait été de zéro. Mais là, on a une vraie personne qui est consacrée à ça, quoi. Et puis il y a aussi un décalage, je pense, générationnel, c'est-à-dire que la personne que j'ai recrutée, elle a 20 ans de moins que moi, c'est bien en fait, quoi. C'est bien. Et puis moi, honnêtement, hein, je suis pas très réseaux sociaux, Twitter, X, j'ai toujours refusé d'y aller parce que je trouvais que c'était la réduction de la pensée déjà. Donc ça commençait bien, bien avant X, hein, elle a encore plus. Instagram, j'ai eu un compte, mais je l'ai fermé parce que Zuckerberg il commençait à chier un col. Donc j'ai encore Facebook et c'est tout ce que j'aurais en fait. Je suis vraiment pas TikTok pour moi, c'est pas le même monde. Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui soient plus informés sur. C'est une vraie compétence en fait, hein, tout simplement, hein, le marketing. Donc ça a été le marketing, c'est même quelque chose qui a été plus ou moins vu de travers pendant des années dans le jeu de société. Hein. De faire du marketing, voilà, c'était le passage du côté obscur, quoi, presque. Ou, voilà. Mais là, faut se rendre à l'évidence. Depuis quelques années, la concurrence n'est pas la même qu'il y a 10 ans, quoi. Donc, il faut se mettre toutes les chances de son côté pour que son jeu soit mis en avant. Et ça, il faut des gens compétents dans ce domaine, ouais, clairement. Justement, tu parlais du marché. Euh, comment toi tu définirais cette évolution entre le moment où toi tu t'es lancé, l'arrivée de Spaceco et aujourd'hui? Comment il a évolué le marché du jeu pour enfants? De Space Code, Purple Brain pour le coup. Des deux. Quand t'es arrivé à Purple ouais. Brain, déjà, il n'y avait pas vraiment Enfin, les gros éditeurs ne s'étaient pas trop encore intéressés à. Oui, alors il n'y avait pas les gros morceaux, les Hachette, les machins, les trucs. Il n'y avait pas Bolloré dans le secteur, c'est sûr. Mais non, alors ça commençait à tabasser entre guillemets en termes de concurrence, mais c'était beaucoup moins que maintenant en fait. Maintenant c'est. Et moi, tu vois, quand on est parler des prix. Pour moi, les prix, c'est des paliers. C'est pas une fin en soi, en fait. C'est une façon aussi de monter des paliers pour montrer aussi aux gens le jeu pour enfants. La reconnaissance, honnêtement, c'est bien pour les équipes hein, quand on a des prix, mais la reconnaissance, moi, c'est pas ce que je recherche non plus. J'ai pas de comment dire de besoin de reconnaissance de telle ou telle personne dans ce qu'on fait. On le fait bien, si les gens aiment, tant mieux. Si les gens aiment pas, bon bah tant pis. Mais pour moi, c'est des paliers, des indicateurs en fait, ces choses-là. Et donc le marché, et on a un marché qui est assez boursouflé, enfin qui devient de plus en plus concurrentiel, les prix ont encore plus d'importance pour le coup. Alors moi, par contre, je suis pas pour la multiplication des prix, de chaque festival à son prix, chaque machin à son prix. Enfin, faut essayer d'avoir de la lecture, d'être lisible pour les gens en fait, hein, tout simplement. Moi, je trouve qu'on a appris ces L'As d'or en France, ça devrait suffire. On devrait être derrière et puis terminer. Il n'y a pas de discussion. Après, bon, il est bien, il n'est pas bien. Ça, c'est d'autres histoires. Est-ce qu'il pourrait être mieux peut-être? Rien n'est parfait. Et je pense que d'être derrière un prix, si on veut un prix national qui montre ce qu'est le jeu de société en France, multiplier les prix, c'est pas une bonne idée. Et le marché, d'être inondé sur les prix, d'avoir 45 logos sur sa boîte parce qu'on a gagné le prix de la foire au boudin à trifouiller les oies, si tu veux. Bon, à un moment, je vois pas bien l'intérêt non plus. Hein. Donc voilà. Mais c'est un marché qui est très concurrentiel. Oui. Le jeu pour enfants, c'est un marché qui est encore plus compliqué parce que là, avec l'inflation, etc., la baisse du poignet moyen. En fait, nous, dans le jeu pour enfants, on voit les premiers à voir la baisse du panier moyen, on va dire. C'est-à-dire que ça baisse en premier pour les jeux pour enfants et ensuite ça baisse pour les adultes. Parce que peut-être que les adultes préfèrent mettre un peu plus d'argent dans leurs jeux à eux que dans les jeux pour enfants, c'est tout à fait envisageable. Mais par exemple, sur des jeux, des gens qui jouent à des gros jeux, enfin, on va dire dans l'ordre de 70-80 balles, des trucs comme ça, peut-être même 60 balles, de 60 à 65, je pense que les gens font encore le pas. En fait, y a pas de, ou même de 60 à 70, c'est pas,
je pense que la différence, elle n'est pas si notable que ça. Par contre, sur le jeu pour enfants, quand tu passes de 15 à 20, t'as un sacré gap, en fait, quoi. Donc nous c'est aussi le fait de sortir plus de petits jeux, c'est aussi le fait de s'adapter à la conjoncture économique, clairement. On fait beaucoup plus de jeux à 15 euros ces derniers temps que de jeux à 20, même 25 en fait, quoi. Parce que la conjoncture économique ne le permet pas, parce qu'à un moment, si on veut espérer toucher aussi des gens qui n'ont pas les revenus d'un CSP+, parce que sinon on va finir par cibler que ce genre de personnes, ce qui est déjà le cas, hein, clairement. Je pense que la plupart de nos clients, je parle de tous les jeux de société, hein, qui vont en boutique Hyperspace, c'est plutôt dans ce cadre-là, mais il n'y a pas de raison aussi qu'on ne puisse pas atteindre d'autres couches de la population. Voilà. Donc peut-être pas sur les mêmes réseaux non plus, pour le coup. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc on essaie, j'ai une politique éditoriale on réduit on fait des jeux plus petits, en fait. Super Miaou, il vient de là, hein, aussi. Plutôt entre 15 et 20 contre 20 et 30, en fait, quoi. On fera plus de jeux au-dessus de 25 euros. Ça, c'est la Mysterium Kids, il est à 30. Je pense que ça l'a impacté aussi, pour le coup. Et on le voit, enfin. Et comme je le disais, c'est sur le marché, on est les premiers touchés, en fait, dans le jeu pour enfants. Et ce qui se passe sur le jeu pour enfants, ça finit par ruisseler, on va dire, on accepte le terme, sur le jeu pour adultes, en fait. Si. Le panier moyen se réduit. Oui, tu parlais de l'inflation et de l'impact forcément sur le panier moyen et donc sur les achats de jeux. Il y a aussi quelque chose qui est apparu depuis maintenant 2 ans dans les médias, qui est la crise démographique, le fameux baby crash. Est-ce que c'est quelque chose qui a touché principalement le monde du jouet, mais qui j'imagine aussi un impact sur les jeux pour enfants? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'es intéressé? Est-ce que peut-être ça change tes plans pour l'avenir, pour le développement des jeux pour enfants? Ou pour l'instant, ça n'a pas encore été trop impactant? Non, parce que c'est quand même quelque chose d'assez abstrait. J'ai pas vu d'études, ça existe certainement, mais d'études qui confirment cet impact-là. En fait, nous, on reçoit tous les mois quelque chose, enfin, l'ancien NPD Circana, qui couvre les ventes, alors pas sur tous les réseaux, parce qu'il n'y a pas le réseau Core, il n'y a pas mais qui te donne une tendance. Jeu pour enfants, ça a toujours été pas le parent pauvre du jeu de société, mais si quand même un peu, quoi. Mais ce baby crash, non, on le prend pas en compte. Après, ça serait intéressant d'avoir des études sociologiques sur le coup, parce que ce baby crash, il est plus lié dans quelle couche de la population, à quel type de revenu, quel type de cellule familiale. Enfin, il y a plein de trucs que ça engendre. Est-ce que les CSP+ font plus ou moins d'enfants? Est-ce qu'ils sont plus prudents? Est-ce que si tu fais moins d'enfants, tu vas dépenser plus d'argent, entre guillemets, tu vois, sur cet enfant-là que sur 2? Non, mais en fait, ça ouvre plein de... Alors, c'est peut-être un peu trivial, là, ce que je dis, mais ça ouvre plein de questionnements, en fait, de société, quoi. Donc, non, ça, je pense que c'est quand même difficile de le prendre en compte. Nous, on peut agir sur le prix des jeux, en fait, clairement, sur le prix auquel on estime que le marché il peut accepter quel prix de jeu à ce moment-là, quoi. C'est plutôt là-dessus. Après, il y a toujours des exceptions qui ne confirment pas la règle, hein. Ça c'est clair. Mais on essaie d'être cadré par rapport à ça, quoi. Et vos jeux, ils sont plutôt, c'est quels canaux de distribution? Est-ce que pareil, il y a une évolution entre plutôt le marché core, donc ce qui est les boutiques spécialisées, pour faire simple, spécialisées, ouais. Et puis après le mass market entre guillemets avec les GSA culturels et puis. Nous, on va pas dans l'alimentaire déjà, parce qu'on n'a pas les jeux qui vont dans ce cadre-là, tout simplement. Donc on a le réseau hyper spécialisé, le réseau core, hein, ce qu'on appelle les boutiques hyper spécialisées. On va aussi dans les grandes surfaces spécialisées, les Cultura, les Fnac, les machins comme ça. Et ça dépend des jeux, parce qu'on a des jeux, par exemple les jeux qui n'ont pas de propriété intellectuelle existante, les Attrape-Red, les Super Miaou, etc., commencent leur vie de manière traditionnelle. Hein. C'est un peu Asmodée qui a instauré ça, hein, clairement ça va. C'est pas un secret de dire que c'est Asmodée qui a quand même construit le jeu du marché de société moderne en France. Et la politique, c'était, on commence par les boutiques hyperspé, et au bout d'un certain temps, on voit comment le jeu fonctionne, et il passe des cadres de réseau, en fait, tout simplement. Hein.
Et nous, la plupart de nos jeux commencent, qui sont pas des IP existantes, IP mais propriété intellectuelle, Oui. commencent dans le réseau classique, dans le cheminement classique, c'est-à-dire boutique core et hyper spécialisée. Si à un moment, ça a été le cas d'un Super Miaou, ça a été le cas d'un Attrape-Prêt avec Classe d'Or, bah, il passe dans le niveau surface spécialisé, comme je le disais. Ce n'est pas le cas des Unlock Kids, des Mysterium Kids, tout ce qui est version Kids des jeux Asmodée. On les met là où il y a déjà le jeu pour adultes, ce qui a du sens. Oui. L'idée, c'est de tout réunir au même endroit, si on peut. Hein. Donc là, pour le coup, le cheminement, il est différent. Voilà. D'ailleurs, Maintenant, les grandes surfaces alimentaires, tout ça, c'est le mass market, ce qu'on appelle le mass market, c'est pas du tout notre truc. Ça. justement, tu t'as parlé de la gamme Asmodee Kids. Ouais. C'est quoi exactement cette gamme? Parce que moi, j'ai vu passer sur les réseaux, c'est sur LinkedIn, je crois, où tu as dit Ouais. Stay tuned. J'ai fait du teasing. Du teasing. Jean-Michel teasing. Mais voilà, c'est pas un nouveau studio, c'est vraiment une gamme de jeux. Ouais, c'est ce qu'on appelle une marque ombrelle, en fait. Voilà. Et ça, en fait, c'est un cheminement logique de ce que je t'ai dit depuis le début, ce qu'on fait depuis le début. C'est-à-dire, on a commencé à travailler sur Unlock Kids, Unlock, on a fait Mysterium Kids, et je m'étais dit, chez Asmodée, on a des jeux pour enfants qui sont éclatés dans différents studios. On a Les Aventuriers du Rail, Mon Premier Voyage, qui est chez Days of Wonder, on a Concept Kids, qui est chez Repoprod. Donc l'idée, c'est de ramener tout au même endroit, en fait, sous une marque ombrelle en gestion par Spaceco, en fait, et de faire le travail, parce que d'avoir tout au même endroit, ça veut dire qu'on peut prendre des décisions communes en termes de marketing, en termes éditoriaux, etc., et qu'on a on a le contrôle sur ça. Donc en fait, moi, Asmodee Kids, je considère, c'est un outil, presque. C'est un outil qui va nous permettre de mieux vendre peut-être nos jeux, alors c'est l'objectif, hein, à nos distributeurs, donc que ce soit les filiales Asmodée ou des externes, hein, mais aussi aux boutiques de dire, voilà, ça c'est un jeu Asmodee Kids, on sait que c'est une adaptation d'un jeu existant, etc. Et pour le client final, de se dire, ah j'ai joué à Splendor, il y a Splendor Kids, il y a toute une gamme Asmodee Kids. En fait, ça a une espèce de panneau indicateur, hein, c'est ça une marque ombrelle, hein, tout simplement. Donc c'est la concrétisation, enfin, ou le cheminement, l'évolution logique de ce qu'on a mis en place depuis le départ chez Spaceco, tout simplement, d'avoir une meilleure visibilité là-dessus, en fait, plutôt que d'avoir dans les jeux Spaceco des jeux qui sont à la fois kids et d'autres qui ne le sont pas, machin truc. Moi, j'aime bien quand je suis collectionneur de BD, donc j'aime bien quand tout est rangé dans les bons endroits. Et là, pour le coup, c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'on a les jeux, les nouveaux jeux Spaceco qui ne sont pas issus de versions de jeux Asmodée, en fait, et il y aura Asmodee Kids, et donc la personne qu'on recrute qui arrivera fin ou début septembre, c'est la personne qui va se charger d'Asmodee Kids, en fait, à temps plein, parce que c'est quand même un gros travail. On a quand même beaucoup de... C'est du volume, hein. On est en dehors, en termes de volume, on n'est pas du tout sur les critères habituels du jeu pour enfants. On est environ dans les 10 fois plus en général, quoi, sur les lancements. Donc on n'est pas tout à fait dans le même monde, et comme on récupère les Aventuriers du Rail, Mon Premier Voyage et Concept Kids chez Asmodee Kids, donc ça va aussi engendrer des refresh, non seulement des refresh, mais aussi du développement sur ces gammes-là, qui n'avaient pas forcément eu l'occasion d'être développées de manière optimum, c'est un bien grand mot, et qui n'avaient pas forcément eu l'occasion d'être développées avant. Il y a eu 3 versions des Aventuriers du Rail, mais qui étaient plus... Alors il y a eu le Train Fantôme, et il y avait plutôt une version pour les États-Unis, une version pour l'Europe, en fait. Voilà, donc l'idée, c'est de faire d'autres trucs aussi, avec ces jeux-là, ces lignes-là, pour soit les relancer parce qu'elles baissent un peu, parce qu'on s'en occupait pas forcément bien avant, ce qui pouvait avoir du sens, parce que quand t'es pas concentré sur le jeu pour enfants, t'accordes moins de temps à ça. Et nous, on accorde 100% de notre temps à ça, en fait. Donc, et l'idée, c'est aussi de développer de nouveaux jeux. C'est ce qu'on a fait avec Mon Premier Unlock, qui sort en septembre. Donc, Mon Premier Unlock, c'est quoi? C'est une version pour les 4 ans, à partir de 4 ans d'Unlock. Donc, on aura Mon Premier Unlock, grosso modo, de 4 à 6. C'est à peu près ça. 4, 6, 4, 7, plutôt 4, 6. Et ensuite, il y a Unlock Kids, et puis ensuite, il y a Unlock. Voilà. Et il y a Splendor Kids qui sortira environ, je dis, à SN
au mois d'octobre sur le marché. Voilà. Donc c'est un cheminement logique, Asmodee Kids. On lui a mis un nom, et on s'est corrélé parce que c'est les 30 ans d'Asmodée, donc il y avait un nouveau logo Asmodée. Donc finalement, on s'est rattaché à ça, parce que nous, l'idée venait d'avant. Hein. Donc on s'est rattaché à ça pour que ça soit logique, en fait. Hein. On parle à peu près tous le même langage. Et voilà. Oui, avec cette cohérence de groupe. Est-ce que justement, à quel point le groupe Asmodée, du coup, te laisse gérer les choses? Est-ce qu'ils, je sais pas, par moment, ils interviennent pour dire non, ça on veut pas, ou plutôt non, tu gères vraiment tout Spaceco Alors, on nous fait confiance. L'avantage, comme personne n'y connaissait rien jeu pour enfants chez Asmodée quand on est arrivé, mine de rien, on est arrivé, on a mis deux jeux à l'As d'or, on l'a gagné, et puis qu'il y a eu Mysterium Kids, et puis qu'il y a eu d'autres jeux nommés à l'As d'or, les Super Mew, les Attrape-Monstres. Je pense que on n'a pas montré patte blanche. Naturellement, enfin, je dirais que les entreprises, enfin les studios, les maisons d'édition qui ont été rachetées par Asmodée, en général, on leur laisse faire ce qu'ils savent faire, en fait. Et moi, tu vois, le fait d'arrêter Purple Brain, de monter Spaceco, c'est moi qui l'ai décidé. Asmodee Kids, ça faisait un moment que j'avais ça dans la tête, c'est une évolution logique. Et donc, alors oui, ça fait partie d'un plan stratégique à 3 ans, avec des chiffres, des machins, des trucs, mais l'idée de base, c'est moi qui l'ai lancé, en fait, quoi. Donc, on trace notre route, on sait qu'on veut, qu'on va dans le bon sens et que le groupe nous fait confiance là-dessus. Voilà quoi, en fait. Mais on n'a rien qui a imposé en termes de vision stratégique sur les produits. Alors, autant dire que voilà, quand on signe un jeu, on vient pas nous dire ah bah t'aurais pas dû le signer. Ça n'arrive jamais, ça. Voilà. On n'est pas du tout dans ce genre de structure. C'est pas du tout le cas. Donc oui, moi, comme je considère que je fais partie d'un groupe, évidemment qu'on a des comptes à rendre, évidemment qu'on doit avoir des tableaux Excel, évidemment qu'on doit faire des études de rentabilité, ce qu'on ne faisait pas avant, tout simplement. Moi, quand j'étais chez Purple Point, je prenais pas en compte le nombre d'heures que je passais sur un jeu. Et effectivement, dans une étude de rentabilité, si tu veux bien la faire, pour estimer, en fait, tout simplement, c'est pas pour dire Verboten, on n'y va pas, ça fait partie de la démarche logique que quand on nous montre un jeu et qu'on est intéressé par un jeu, moi, ce que je calcule dans ma tête tout de suite, enfin calcul c'est un bien grand mot, mais ce que j'évalue dans ma tête tout de suite, c'est l'énergie qu'on va dépenser sur ce jeu. Est-ce que le jeu il est au stade d'une idée, ou est-ce qu'il est à mi-développement, est-ce qu'il y a encore... En fait, cette estimation, je l'ai tout de suite quand on me montre un jeu, bon, c'est un peu avec l'expérience, hein, mais cette estimation, en fait, elle se transforme en tableau Excel finalement à un moment, quelque part. Donc en fait, c'est des démarches qui... Cette institutionnalisation des process, on va dire, des procédés, c'est un peu la concrétisation de ce qu'on a dans la tête et dont on se rendait pas forcément compte avant. En fait. Donc oui, il y a des choses là à faire, et puis moi je l'accepte totalement, et ça fait partie du travail, hein, bien entendu, parce que tu es dans un groupe qui doit rendre des comptes, donc nous, il est normal qu'on rende des comptes aussi à tout ça. Mais en termes de liberté créative, les studios Asmodée sont... Moi, je trouve que Asmodée, il y a ce côté-là où c'est un peu l'élastique. Hein. C'est-à-dire, c'est un groupe, il y a un grand groupe, hein, tout dépend de l'échelle. Mais on travaille, les studios, de manière générale, travaillent de manière assez artisanale, en fait. Quoi. Nous, on découpe encore nos protos avec des ciseaux et du carton. Enfin, je veux dire, on travaille ni plus ni moins que de la même façon que les autres. Alors oui, ce qui est très bien, c'est qu'on a du soutien en comptabilité, les contrôles de gestion, sur des trucs, sur des domaines, moi, j'y connais rien. On a des gens pour nous aider, en fait, pour nous épauler. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé, moi, avant, quand j'étais chez Purple Brain, bon, j'avais pris un comptable, mais j'avais plein de trucs que je faisais moi-même, etc. Déjà, de se décharger de tout ça. Et on a des services aussi chez Asmodée, du juridique. Donc ça veut dire que, et ça c'est important, parce que alors, moi je m'étonne toujours des affabulations de certains éditeurs sur les contrats. Je suis toujours étonné quand il y a des auteurs qui m'en parlent, je comprends pas. Nous, on a un service juridique chez Asmodée qui est en rapport avec la loi. Chaque contrat qu'on fait, ils sont visés par le service juridique qui donne son approbation ou pas, en fait. Donc c'est cadré. Je veux dire, et c'est cadré, c'est pas cadré à l'avantage 2 ou à l'avantage 2, c'est cadré pour les deux parties. Vraiment.
Donc, je trouve qu'il y a un côté sécurisant sur le côté juridique, sur le côté comptabilité, enfin sur plein de côtés. C'est les avantages d'un grand groupe. Les inconvénients d'un grand groupe, ça peut être la communication parce que c'est un grand groupe, enfin tout ce qui peut être inhérent. Je dis pas que tout est parfait évidemment. Et puis Asmodée, ça reste un groupe en évolution aussi. Hein. Nous, dans le jeu de société, on a l'impression qu'on est un peu les darons, on arrive, tout nous est... Mais il y a des milieux, le jeu vidéo ou la BD, qui ont mis beaucoup plus de temps que nous à se structurer, à devenir vraiment des monstres. Nous, ça allait très vite. Et on a un peu cette impatience, je trouve, de temps en temps. De se dire, voilà, on a des gros, maintenant, il faut que ça soit un objet culturel, maintenant, enfin, j'ai l'impression qu'on veut toujours griller. On essaie de griller les étapes, quoi. Il y a un peu cette accélération. Le monde s'accélère et nous aussi, quoi. Et c'est ça. Alors que c'est bien de se dire que y en a qui sont passés avant nous dans ce genre d'objets populaires, culturels, comme on veut, mais qu'on met beaucoup plus de temps aussi à s'installer. Ça, c'est un autre sujet. Oui. Comme c'est un grand groupe, il y a aussi d'autres studios ou d'autres acteurs qui travaillent, enfin d'autres partenaires, je cherchais mes mots. Notamment, il y a pas longtemps, il y a eu un partenariat avec ABBA France, pour la distribution de leurs jeux. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as accès ou pas du tout? C'est séparé? Et est-ce que c'est vécu comme une concurrence ou pas du tout? Comment s'est passé cette acquisition? Enfin, ce partenariat, pardon. C'est pas de l'acquisition. Oui, c'est partenariat. Alors, il y a deux... faut savoir que la structure d'Asmodée, grosso modo, il y a une partie, ce qu'on appelle le publishing, l'édition, une partie distribution. Voilà. Sachant que la distribution distribue les jeux de l'édition, mais aussi des jeux d'éditeurs hors scope Asmodée. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ABBA s'est réuni avec Asmodée France, donc la filiale de distribution Asmodée France, et ils ont décidé de se faire distribuer par Asmodée France. Donc ça là, c'est pas qu'on n'a pas notre mot à dire, mais c'est une relation de commerce en fait, ni plus ni moins. Après, on en a parlé avec Asmodée France. Nous, je suis pas inquiet. En fait, je suis pas inquiet parce que je pense que ABBA, ils ont à un moment, ils commençaient à faire plutôt ça. Et nous, on arrivait, et puis il n'y a pas eu que nous, il y a eu des Loki, des nouveaux éditeurs de jeux pour enfants, on va dire. Et je pense qu'on a enfoncé le clou. C'est-à-dire qu'ABBA nous a pas attendu pour commencer à péricliter au niveau des ventes, mais je pense il y a eu un phénomène d'accélération, où ne serait-ce que dans les boutiques, des jeux en bas, on en voyait de moins en moins, en fait, aussi. Et on voyait de plus en plus, soit du jeu Space Coast, soit du jeu Lucky, soit, voilà. Et là, ils sont recentrés, enfin, il y a toutes les affaires, enfin, je connais pas de bout en bout, hein, j'aurais pas prétention de connaître le dossier, mais il y a eu un audit interne, donc ils ont fait des grosses coupes. Il y a des jeux qui ont été rendus à leurs auteurs en termes de droits, etc. Et donc là, ils débarquent avec une proposition chez Asmodée France. Ça ne veut pas dire qu'ils débarquent avec une proposition chez Asmodée Monde. Hein. En fait, déjà chez Asmodée Canada distribuait du ABBA bien avant tout ça, en fait, quoi. Donc c'est pas une nouveauté. Hein. Donc, et là, le coup, c'est, nous, on se dit, bon, on est déjà en place dans les boutiques Hyperspec avec certains de nos titres, Super Miaou, les Attrape-Rêve, les choses comme ça, Attrape-Monstre. En plus, Asmodée Kids, avec ce qu'on va proposer, on n'est pas du tout en concurrence directe, en fait, avec ABBA sur ce créneau-là. C'est même presque un créneau qui nous est propre, quelque part. En fait, alors il y a eu des Dragomino chez Blue Orange, mais il n'y a eu que des exemples assez restreints de versions enfants. Nous, c'est vraiment une marque qui va être consacrée qu'à ça. Donc, en fait, on n'est pas plus inquiet que ça. On discute avec Asmodée France. De toute façon, on sait les efforts qu'ils vont faire pour nous et ce qu'ils font pour ABBA. Enfin, il n'y a pas péril dans la demeure, quoi. On s'inquiète pas. Je suis pas inquiet. Non, puis, moi, j'aurais été désolé que ABBA disparaisse. Complètement. Franchement. Oui, c'est un éditeur historique. Ouais. Quand un acteur comme ça qui disparaît, aussi important dans le jeu pour enfants, c'est toujours un peu triste. Et ce qui est marrant, c'est que le nouveau directeur général d'Asmodée France est l'ancien patron d'ABBA France, en fait. Et donc ça, c'est assez intéressant. Moi, j'ai vu qu'on s'était moqué un peu de lui sur des phrases ou c'est des trucs comme ça, des déclarations, mais on va discuter avec Antoine. Moi, je trouve que c'est quelqu'un vraiment, comparé aux gens qui étaient dans sa place avant, qui a vraiment une appétence pour le jeu pour enfants, pour le coup.
Ce qui n'est pas forcément le cas dans la distribution, hein. Le fait est, et que ce soit même dans les boutiques, dans la distribution, on a souvent affaire à des gens qui ont monté ces structures-là parce que c'était des geeks, parce qu'ils avaient envie de faire du jeu, parce que leur truc c'était soit jouer à Magic, et puis à un moment je vais peut-être faire du jeu de société parce que voilà. Donc on est dans 95% des cas, que ce soit les boutiques ou la distribution, on n'est pas sur des gens qui ont une appétence spéciale sur le jeu pour enfants. Vraiment pas. Donc ça c'est bien aussi d'avoir des gens qui écoutent ce genre de discours et qui comprennent aussi les enjeux derrière en fait. Oui. Il y a tout à faire dans le jeu pour enfants encore. Moi j'estime, enfin Spaceco, est-ce qu'on fait j'estime pas qu'on a arrivé, qu'on a atteint un but, etc. C'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, quoi. Oui, oui. Justement, bon, ça fait un petit moment que je te tiens. Encore une ou deux questions et après je te libère. Bon, bah c'est bon, je suis pas prisonnier. Mais oui, tu parlais de distribution. Un petit mot là-dessus parce que j'ai vu, j'essaie de retrouver, de me rappeler parce que je l'ai pas noté, mais il y a une des grandes enseignes de grandes surfaces spécialisées qui a créé maintenant un pôle kids, pas kids, mais comment on appelle ça, kidulte, pardon. Et Ouais. donc qui officialise en fait ce qu'on avait avant des rayons enfants, et là on a maintenant Ouais. des rayons adultes, ce qui est assez Ah ouais, c'est bizarre. et Ouais. on sent que voilà, il y a de plus en plus cette chose-là qui revient. Je crois que si je dis pas de bêtises, l'année dernière, les chiffres de Circana, hein, je crois, Mhm. c'est que les achats dans le monde du jouet par les adultes, c'était maintenant 30%. Ah, Euh, regarde Lego, hein. exactement, c'est ce qui est en train Meilleur de se faire. exemple, hein, Lego, hein. Ouais. Je pense que la grosse croissance de Lego, et notamment d'être allé chercher les licences, ça vise pas les enfants, hein. Faut être clair, C'est hein. ça. Et même au Et niveau ça des vise, jouets, et des... puis ça vise une certaine génération, c'est-à-dire Ouais, comme la nôtre, entre, je sais pas, entre, allez, on va dire 35 et 50, ou, tu vois, c'est des gens qui, quand ils étaient petits, ils voyaient des dessins animés, des machins, des trucs, des licences, et ils avaient pas les jouets, et maintenant ils ont l'argent pour se les acheter, grosso modo. Et il y a un peu il y a ce côté Madeleine, et en plus, je pense, alors ça c'est un peu de la sociologie facile, hein, de comptoir, mais je pense que quand tu es dans une période de stress social, bah, tu as tendance à revenir sur les trucs qui te faisaient plaisir avant, hein. Le c'était mieux avant, je pense que c'est un gros poids sur l'économie, mine de rien. Le fait que plein de marques, et pas que dans le jeu de société ou le jouet, mais jouent sur la nostalgie ou les vieux trucs, ça marche pas à tous les coups, mais souvent quand même, oui. ça marche. Puis Ça ça marche. C'est rassure. des valeurs refuges, en fait. C'est ça, Oui, hein, on appelle des valeurs refuges. Et le côté kidulte, non, c'est ça, tu disais, ils avaient fait oui. un rayon adulte ou kidulte, pour le coup. Kidulte, mais destiné Kidulte. du coup aux Et ça, adultes. le terme de kidulte, ça fait des années que ça existe, en fait. Oui, C'est- voilà. Mais après, ce qui est marrant, moi, je trouve, dans le jeu de société, c'est dans le milieu qu'on connaît du jeu de société, comme on dit, comme on aime mal l'appeler, c'est comment dire, on n'est pas content quand les grands médias ou les gens externes à ce milieu-là disent que le jeu de société c'est pour enfants, comme une sorte de condescendance. Mais dans notre cher milieu, il y a à peu près la même condescendance sur les jeux pour enfants, en fait. Donc moi j'aime bien ce parallèle-là parce que je trouve que c'est assez significatif, quoi. Oui, tu as un peu de condescendance par rapport aux jeux pour enfants, ça c'est sûr, c'est clair. Comme quoi, ça serait facile d'éditer du jeu pour enfants. Bah, ceux qui s'y sont risqués, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi quand même, hein. Il y en a eu beaucoup des expériences, hein, qu'on foirait. Donc voilà, mais c'est un milieu de l'édition très difficile. Et, et peut-être que le fait de secteur, pour revenir à la sectorisation là, des rayonnages, peut-être que ça peut être pas mal d'avoir une séparation entre le jeu. Ça montre en fait qu'il y a peut-être une prise de conscience de le jeu de société, c'est pas que pour les enfants, parce qu'il y a différentes catégories finalement. Donc, si c'est ça le sens du truc, moi je trouve ça plutôt bénéfique en fait. Euh, en fait, ce que je trouvais intéressant dans cette annonce et dans ces chiffres, c'était de dire que, comme tu l'as précisé, la concurrence au niveau du jeu enfant était de plus en plus importante. Et que j'ai l'impression que la nouvelle concurrence, ça va être les adultes, en fait. C'est assez improbable, c'est-à-dire dans la place des Ah rayonnages, ouais. même dans la communication que vont faire ces grands groupes. Est-ce que toi, tu le perçois comme Après, ça ou pas du tout? après, la façon dont je perçois, c'est qu'il y a des jeux qui sont, notamment les party games, les doubles, les skyjo, les trucs comme ça, qui sont finalement, qui n'ont pas de frontières.
Parce que vraiment, là, quand on parle de jeux familiaux, alors, déjà, là, quand on dit un jeu, c'est un familial, voire familial plus, alors moi je dis qu'il y a du familial moins des fois, mais ça veut strictement rien dire. C'est-à-dire, on n'a aucune notion de quoi on parle quand on parle d'une famille. Puis d'une année sur l'autre, c'est pas forcément la... Ah, je veux dire, j'aime bien qu'on soit précis dans les, dans les termes qu'on utilise. Donc pour moi, enfin, même moi je l'utilise, mais par défaut, pour me faire comprendre des gens à qui je parle, un jeu familial, on va dire que les Skyjo ont ce côté intergénérationnel qui fait qu'on peut pas les catégoriser finalement et qui emmène tout le monde en fait. Donc je dirais même si on avait nous on fait du jeu pour enfants de 4 à 7 ans, mais c'est vraiment un truc particulier. Et on a les doubles, les choses comme ça qui sont un peu à cheval sur plein de générations, qui plaisent à des nouvelles générations, c'est assez compliqué à sectoriser pour le coup. Donc on a un côté où il pourrait y avoir une sectorisation, ou peut-être, je sais pas si le jeu adulte pourrait manger le jeu enfant. Après, il y a peut-être un aspect démographique là-dedans qui fait que, bah, ouais, c'est peut-être. Il y aura toujours des jeux pour enfants, de toute façon. Normalement, il y aura toujours des enfants, Oui, touchant du bois. oui. Mais sinon, Et, mécaniquement, il y aura plus après, oui. quoi. Voilà. Après, on sait qu'on a une éducation des populations sur le jeu de société. T'es pas la même il y a 20 ans en arrière, où les demandes sont peut-être pas les mêmes, où c'est vraiment... enfin, c'est tout le temps en évolution. Et moi, je trouve que, par exemple, le fait... souvent, le Spiel des Jahres, moi, je trouve que souvent, la sélection... Alors, Bombuster, c'est un peu particulier parce que je trouve qu'il a un peu entre un Kenner et puis le Spiel classique, mais je trouve que le Spiel classique, en général, je le trouve beaucoup plus abordable presque que l'était l'Asdor pendant un moment. Donc là, ils ont rajouté une catégorie à l'Asdor. Bon, moi, je suis assez perplexe sur la catégorie expert. Moi, je trouve que l'Asdor, comme c'est un prix qui doit faire connaître le jeu de société au plus grand nombre, honnêtement, le jeu expert, est-ce que les gens qui jouent à des jeux experts ont besoin de se dire ah oui, je l'ai. Je sais pas dans quelle mesure c'est vraiment efficient. Mais bon, ça, c'est un débat sur les prix en fait et leur vocation, de savoir à qui ils s'adressent. Moi, je trouve que le Kenner est initié, on devrait s'arrêter là, en fait, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller au-dessus. Mais je trouve que les catégorisations des prix évoluent aussi par rapport un peu à ça. Et le Spiel l'a fait assez tôt, pour le coup. Réduire un peu la voilure, ou à partir du moment où c'est sorti de la niche, un peu le jeu de société, d'avoir des jeux beaucoup plus abordables dans la catégorie principale, on va dire. Ça va avec l'éducation et la maturité d'un marché et la maturité des gens en termes de connaissance des jeux de société aussi. Hein, Oui, la culture ludique se diffuse et la culture donc ludique, ouais. Exactement. je vais faire un truc que normalement on ne doit pas faire, c'est poser deux questions en même temps parce que souvent une des deux est squeezée, mais je pense que les deux peuvent se rejoindre et ce sera la fin de cet entretien. Euh, Comment tu vois l'évolution du futur du marché du jeu enfant? Et tout à l'heure, tu disais que tu n'étais pas à la fin de l'aventure Spaceco, tu n'avais pas atteint les objectifs. Et du coup, et toi, quels sont tes objectifs, tes envies futures aussi pour le jeu enfant chez Asmodée, Spaceco, Asmodee Kids, etc. Alors, bon, je suis pas devant, hein, j'ai pas de boule de Oui, bien cristal, sûr. qu'on soit d'accord, parce que qui aurait pu prévoir le Covid, qui aurait pu prévoir tout un tas de trucs qui se passent dans le monde. Enfin, c'est mine de rien, l'industrie du jeu de société est aussi liée aux conjonctures géopolitiques. Là où tu fait fabriquer tes jeux, est-ce qu'il n'y a pas un pays qui est problématique Enfin, il y a plein de facteurs dont on est loin d'imaginer l'impact en fait sur aussi notre industrie. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. On n'est pas perméable. Notre industrie n'est pas perméable à tous les faits de société, que ce soit le harcèlement, que ce soit la conjoncture géopolitique. Ça, faut pas être naïf là-dessus. Et comment je vois, moi, voilà, c'est pas qu'on s'est pas fixé des objectifs, mais nous, le but en développant une marque comme Asmodee Kids, par exemple, c'est d'augmenter notre part de marché. Hein, faut pas rêver. Ça, c'est dit de manière abrupte. Et c'est quand tu es éditeur, tu essaies de vendre des jeux le plus possible. Et en plus, sur un marché qui est quand même assez difficile. Donc l'idée aussi, c'est de trouver des solutions plus faciles, entre guillemets, pour vendre nos jeux. Alors, pas plus facile pour nous en termes d'édition, mais plus facile à lire pour nos clients et les clients de nos clients. En fait, nos clients, c'est la distribution. Les clients de nos clients, c'est les boutiques. Et je dirais, c'est même pour les clients de nos clients, en fait. Quoi. Donc,
tout ce qui est après nous, en fait. Donc, c'est développer des jeux en version kit, c'est loin d'être plus facile. Enfin, je l'ai expliqué plus tôt dans l'émission, hein. Mais c'est faciliter la vie des gens dans le reste de la chaîne, en fait. Donc, l'idée, c'est d'installer ça, de fournir des outils, en fait, pour que ça soit plus identifiable, pour que le jeu pour enfants soit aussi reconnu à sa juste valeur. Bon, ce qui, je pense, c'est le cas de manière générale. Et il y a toujours un peu de condescendance ou des choses comme ça, et que le jeu pour enfants, bah oui, il peut y avoir un volet éducatif, mais c'est pas un gros mot déjà. Et puis je trouve que j'en reviens à la définition de Marine, de faire le pont entre la maison et l'école. Je vois pas si c'est ça l'éducatif. Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher en fait? Il y a rien à lui reprocher. Moi, je pense que l'idée c'est de donner des clés aux enfants et que il y aura toujours des jeux pour enfants. On changer de forme, est-ce qu'ils vont devenir sur écran? Nous, on essaie enfin, on n'est pas trop dans ce trip-là, on est plutôt au tradi, hein, on va dire. Autant dire que le recours à l'IA sur les illustrations, moi, c'est même pas un sujet. En fait, on n'est pas du tout dans. Je trouve qu'on travaille de bonne manière comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs. Alors oui, la renta et puis, enfin, bref quoi. Bon, nous, c'est pas. Et puis, chez Asmodée, on a assez à cheval là-dessus. Petit aparté. Chez Asmodée, on a des contrats qui sont avec des auteurs ou des illustrateurs, dans lesquels on a une décharge en fait de si la personne utilise l'IA, nous on n'est pas, enfin tout ça est assez cadré. Hein. C'est un sujet qui a vraiment été pris à bras le corps pour éviter tout problème là-dessus. Quoi. Et donc, bien malin celui qui saura prédire l'évolution du marché du jeu de société et encore plus celui du marché du jeu pour enfants. Nous on essaie des trucs. On verra si ça passe, si ça marche. L'idée, c'est de simplifier la lecture, en fait, du jeu pour enfants. La lecture, l'appréciation globale du jeu pour enfants aussi. C'est une autre manière de le faire. C'est notre manière à nous de le faire. Il y a certainement d'autres. Hein. Il y a plein de canaux aussi, hein, les canaux scolaires. Nous, en France, c'est spécial. On peut pas toucher directement les écoles. Hein, heureusement, hein, c'est pas comme aux États-Unis où tu peux avoir Coca-Cola. Qui passe sur des écrans dans les lycées, des trucs comme ça, ou je sais pas quoi. Donc, heureusement que c'est protégé, mais je trouve que l'éducation nationale aurait tout à gagner à rendre de manière plus, plus globale le jeu de société, des moments de jeu de société alors ça se fait, mais c'est souvent des initiatives individuelles, quand même. C'est peut-être de moins en moins le cas, parce que les réseaux sociaux, notamment les EducaFlip, avec des gens qui communiquent pas mal, donc ça se répand, hein, ça fait effet boule de neige. Mais je trouve que l'éducation de manière générale devrait prendre à bras le corps ce truc-là, parce que le jeu de société, c'est quand même quelque chose qui porte de manière générale des valeurs positives, soit de coopération, soit de réflexion à plusieurs, soit de création de lien social, en fait, tout simplement, et puis de vivre des trucs ensemble. Oui, de savoir vivre ensemble. Ouais. Voilà, de savoir vivre ensemble. Mine de rien, d'attendre son tour, c'est compliqué pour les enfants. Nous, on travaille là-dessus. Savoir perdre, autant dire qu'il y a même des adultes qui ont toujours pas compris comment ça marchait. Donc, mais je trouve que en fait, ça a un vrai impact social. On pourrait peut-être même dire ça du jeu vidéo hein, aussi. Hein, enfin, c'est pas parce que tu es derrière un écran tout seul que t'apprends pas de choses non plus. Après, c'est deux milieux très différents. Hein, je vais pas m'aventurer, mais toute cette culture populaire, je parle pas d'objet culturel, mais de culture populaire, parce que pour moi c'est ça. Un objet culturel, c'est pas nous de le décréter, c'est une société de s'en emparer en fait, hein, tout simplement. C'est pas parce que c'est dans le pass culture que par magie, tadam, ça devient. Donc toute cette culture populaire, pour moi, si c'est pas exploité, faut que ça soit mis à disposition des gens et pas, en plus pas en fonction des critères de revenus en fait. Parce que ça serait malheureux. Donc c'est bien qu'il y ait des ludothèques qui rendent accessibles les jeux de manière plus importante. C'est bien qu'il y ait des festivals gratuits aussi qui proposent ce genre de démarche. Parce que l'accès, payer à l'entrée à un festival, tout le monde, plein de gens que ça freine en fait. Et ça se peut. Et puis dans un milieu d'inflation, de stress social, moins tu vas faire l'acte de faire ça. Quoi. Donc en fait c'est vraiment un sujet de société, le jeu de société. Enfin, oui. C'est clair, c'est donner les clés aux enfants pour demain, et puis que ça soit un peu pris en considération dans les activités des enfants au jour le jour, mine de rien.
Ah, je suis hyper ambitieux sur le truc. Mais c'est comme mot de On la fin. essaie de faire ça, alors faut pas se leurrer, on est dans une entreprise qui veut faire des profits aussi. Donc, nous, l'idée, c'est aussi de vendre des jeux. Et ça n'empêche pas d'avoir les deux, en fait, je veux dire, de penser aussi à l'impact qu'on a sur l'évolution des enfants. Parce qu'on participe, mine de rien, le jeu de société participe à l'éducation des enfants, en fait. Et l'éducation des adultes aussi, je pense. Oui, Mais tu vois, enfin, mine de rien, ça n'a rien à voir, mais si tu joues à un jeu GMT, un Distant Plane, enfin un coin, t'apprends oui, bien vachement de sûr. trucs, en fait. Je veux dire, ça t'éveille aussi à des champs que tu connaissais pas, quoi. Pour moi, j'aime beaucoup les jeux historiques parce que tu as cet aspect-là, en fait, où ça t'apprend des choses et puis ça t'ouvre sur des sujets où tu connaissais pas, où tu avais peut-être des préjugés, des trucs comme ça, quoi. Tout à fait. Ben, j'ai trouvé cet entretien enfin très intéressant. Donc, ben, Merci. merci, ben, merci à toi en tout cas d'avoir pris du Merci, temps Jérémy, pour ça. c'était vachement intéressant aussi. Et puis, ben, au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous. J'espère que cette interview vous a plu. Pour continuer l'aventure, je vous propose l'interview de Marilyn, donc membre du jury des EducaFlip, professeure des écoles et formatrice.